Je pourrais le publier derrière sur YouTube et vous aurez accès à toutes les réponses si vous n'êtes pas là ou si à un moment donné vous partez prendre l'apéro et vous vous dites Théo, t'es mignon, mais là maintenant c'est l'heure d'aller à l'apéro. Je vais redésactiver les micros de tout le monde parce que je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent avec le micro. Tac, bim. Voilà. Tiens, regarde, Amélie, je vais désactiver son son, par exemple ici, parce qu'on entendait beaucoup de sons. Voilà, là aussi, là aussi. Désactiver le son d'Amélie. Ok, good, c'est parfait. Bon. Donc Bruno, comment on fait quand on ne s'en sort pas? Comment on fait quand on se laisse bouffer par justement les réseaux et qu'on a à un moment donné des choses qu'on doit faire, mais que notre cerveau il est occupé par les choses qu'on peut faire? C'est un vrai piège en fait. C'est un vrai piège ces conneries de Instagram. Je dis pas ça pour toi qui me regardes sur Instagram parce que là tu es en train de faire un truc intéressant de ta vie. C'est-à-dire que t'es pas en train de regarder des reels ou des trucs à la con avec des chats qui se battent. Il faut savoir une chose, c'est que notre cerveau il va adorer être plus occupé que productif. Je vais essayer d'entrer dans le détail de ça pour que tu comprennes un petit peu ce qui se passe. Le cerveau, c'est une grosse feignasse. Alors, comme d'habitude, hein, ceux qui ont l'habitude de m'entendre parler, vous savez que je vais vulgariser au maximum et que je vais utiliser un langage pour le moins fleuri. Donc, notre cerveau est une grosse feignasse, ce qui veut dire qu'il déteste consommer de l'énergie. Lire un livre, ça consomme de l'énergie, surtout si c'est un livre technique. Regarder une conférence, ça consomme de l'énergie. Pourquoi? Parce que quand on regarde une conférence, on est impliqué. Notre cerveau, il réfléchit en même temps. On n'est pas là passif devant quelque chose. On est proactif devant quelque chose. Quand tu regardes la télé, tu es passif. Quand tu regardes Instagram, quand tu regardes tes reels qui défilent comme ça, tu es souvent très passif. Mais il va y avoir un phénomène assez intéressant, c'est que notre cerveau va être nourri généralement par des petites substances qu'on appelle la dopamine. Et donc, tu vas avoir un circuit de la récompense court qui va s'installer. En gros, tu regardes un petit chat qui est en train de se faire bouffer, tu es content, boum, tu sécrètes un petit peu de dopamine, et ton cerveau, il se dit, cool, j'ai de la drogue. Parce que c'est ça le truc aussi, non seulement c'est une feignasse, mais en plus c'est un junkie. Donc, il veut sa dose et il veut glander pour avoir sa dose. Donc, il va aller en permanence sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Il ne faut pas que ça soit trop long parce que si c'est trop long, ça va lui demander un petit peu de concentration. Donc, il va perdre, on va dire, le bénéfice d'avoir juste à être là passif devant la vidéo et de se prendre le petit shoot de dopamine. Donc, il y a en ce moment à la mode des trucs qui sont en train de se passer. Tu regarderas un petit peu partout. C'est très à la mode. C'est ce qui s'appelle les détox de dopamine. Détox de dopamine, c'est quoi? C'est justement se dire, je vais me couper des réseaux sociaux pendant un moment. Alors, ne vous coupez pas de mon compte Instagram. Coupez-vous de tout le reste. Je vais me couper des réseaux sociaux pendant un moment. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, en fait, le nombre d'heures que je passe à ça, ce sont des heures qui sont pas productives. Ce sont des heures qui vont me nourrir. Ce sont des heures qui vont me donner ma drogue. Mais c'est des heures, en fait, où je ne vais rien produire du tout. Or là, et tout le problème d'une personne qui est en burn-out, c'est que il y a un moment donné, il va falloir qu'elle se remette au travail, donc qu'elle reproduise. Elle reproduise quelque chose, un effort en général, un effort cognitif. Donc, pour répondre et être complet par rapport à ta question, Bruno, la première chose qu'il y a à faire, c'est d'être OK avec le fait de se faire chier, d'être OK avec le fait de s'emmerder. Il y a une vraie vertu au fait de s'ennuyer. Il y a une vraie vertu au fait de s'ennuyer, c'est d'amener ton cerveau justement à ne plus chercher sa dose de junkie, à amener ton cerveau à se dire, OK, OK, je vais peut-être penser à autre chose. Quand tu t'ennuies, souviens-toi quand tu étais gamin, quand tu t'ennuyais, c'est là où tu devenais créatif. Quand tu étais gamin, tu t'ennuyais, c'est là où tu inventais des choses dans ta tête, c'est là où tu créais des œuvres d'art manuelles. Et les gamins aujourd'hui, ils perdent ce genre de truc. Ils perdent ce genre de truc parce qu'ils n'ont plus l'occasion de s'ennuyer. Dès qu'un gamin il s'ennuie, on lui colle une tablette dans les mains et il devient débile, le gamin. Parce que justement, il n'apprend plus à faire marcher ses circuits cognitifs, il apprend à être complètement passif par rapport à ce qui lui arrive. Ben, nous, adultes, c'est un peu la même chose qui nous arrive quand on est drogué à ce genre de truc. Alors, il y a des recommandations qui peuvent être pas mal, tu vois, et notamment pour améliorer ton sommeil, c'est de se dire, voilà, à partir du moment où je vais passer de éveillé à sommeil, 2 heures avant mon sommeil, j'éteins mon téléphone. C'est-à-dire, je l'éteins, mon téléphone. Je vais même aller encore plus loin. Euh, Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller planquer mon téléphone dans ma bagnole. Oui. Parce que je peux te garantir une chose, c'est que se lever à 11 heures du soir, s'habiller, déjà chercher la bagnole dans la rue, je sais pas où elle est,
aller chercher son téléphone juste pour regarder ses messages. Et à un moment donné, tu te prends tellement, tu te prends tellement un petit shoot de mal-être pour aller voir ton téléphone que le prix n'en vaut pas la chandelle, quoi. Donc, ça peut être un stratagème pour toi pour ne plus avoir à toucher ce truc-là, pour faire ta détox dopaminergique pendant un petit moment. Ça peut être cool. C'est première partie de ma réponse par rapport à toi. Notre cerveau, et ça c'est une phrase que je dis souvent, notre cerveau adore être beaucoup plus occupé que productif. Justement parce que c'est un putain de drogué et que d'autre part, c'est une grosse feignasse. Ça veut dire il va détester travailler, tu vois, il va détester euh, créer de l'effort cognitif. C'est bien souvent pour ça que les gens font les mêmes choses. Ils font des choses qui ne marchent pas plutôt que de faire quelque chose d'autre. Parce que la chose qui ne marche pas, j'ai l'habitude de la faire, j'ai pas besoin d'avoir à réfléchir à nouveau pour la refaire, tu vois. Et ben, nous, notre job, c'est de se dire justement, on va utiliser un tout petit peu d'énergie pour pouvoir faire la chose légèrement différemment de d'habitude. Tu vois, par exemple, faire du stop-it pour couper ses pensées plutôt que de se laisser entraîner dans le flot de ses pensées habituelles. Eh ben oui, le stop-it, ça consomme un tout petit peu d'énergie au début avant que ça se coupe. Et puis, pour ce qui est du retour au travail, là, on va utiliser autre chose. Je vais pas utiliser je vais pas utiliser mon rapport au cerveau. Je vais t'expliquer la théorie des petits pas. Parce que la théorie des petits pas, en ce qui nous concerne, nous, burn-outés, c'est vraiment un truc qui marche bien. C'est de se dire que faire un premier petit pas, c'est pas arriver au bout du chemin, mais c'est déjà être dans un chemin différent de celui qu'on avait la veille. Tu vois, moi, je prends toujours une image. En tout, enfin, tu sais, moi, je fonctionne souvent avec des métaphores. Moi, je suis obligé de me faire des images dans la tête pour comprendre les concepts. La théorie des petits pas, j'imagine que tu as deux droites. Tu arrives à un carrefour, en fait. Tu arrives à un carrefour dans ta vie et tu peux continuer dans ta même droite, la même droite qu'hier. Tu n'auras pas de changement. Ou tu peux décider aujourd'hui, tiens, je vais faire 1 degré d'angle, là, sur le prochain pas que je vais faire. Si on regarde de l'extérieur, on se dit, tu es au même endroit. Mais si on regarde en macro, 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 tu as fait 1 degré d'angle. Et dans 100 jours, t'es vraiment plus du tout, du tout, du tout au même endroit parce que 100 jours, la courbe avec 1 degré d'angle, elle sera plus la même. La droite, elle sera plus la même. Et donc, cette théorie des petits pas, quand vous voulez vous remettre au boulot, c'est ça. C'est de se dire être meilleur ne s'arrête jamais, mais j'ai pas envie de devenir de devenir un super warrior tout de suite. Je veux faire un tout petit peu mieux que la veille. Et si j'ai pas fait un tout petit peu mieux que la veille aujourd'hui, je me fous la paix. C'est pas grave. J'en chie pas une pendule. Je ferai mieux demain. C'est pas grave. Tu sais, c'est un petit peu comme la bourse. Si tu regardes le CAC 40, il passe son temps à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais si tu le regardes sur un an, au global, il a monté. C'est un petit peu ça le truc. C'est, tu vas considérer que, bien sûr, tu es en progression. Bien sûr, parfois, tu vas te casser un petit peu la gueule, mais tu vas remonter, puis te recasser la gueule, puis remonter, remonter. La clé, c'est de se foutre la paix par rapport à ça, c'est de se dire, je suis en progression, je suis en chemin, je suis en train d'avancer, je suis en train de progresser. Et tu vois, une des choses qui pourrait être cool, c'est le matin quand tu te lèves, te dire juste, tiens, quelle est la toute petite chose que je pourrais faire de mieux qu'hier dans un des 5 domaines de ma vie? Et quand je dis un des 5 domaines de ma vie, je pense au domaine pro, au domaine perso, au domaine social, au domaine couple et au domaine familial. Ça peut être tout con, ça peut être, tu vois, moi tout à l'heure, je vais appeler mon frère que j'ai pas eu au téléphone depuis un an. C'est con, mais je vais progresser dans ma sphère familiale parce que je vais avoir mon frère au téléphone. C'est pas que je l'aime pas, hein, c'est pas qu'on se fait la gueule, c'est juste qu'on est tellement débile qu'on pense jamais à s'appeler. Et au bout d'un moment, on se dit, ah ouais, ça serait bien que je l'appelle. Ah bah trop tard, t'as toujours mieux à faire. Puis le temps passe, puis un jour on devient vieux, puis on se dit merde, j'aurais dû l'appeler et profiter de lui pendant qu'il était là. Donc tu vois, le simple fait de passer un petit coup de téléphone, énergétiquement parlant, ça va pas me prendre beaucoup d'énergie. Je sais qu'après cette conférence, ce webinaire, j'aurai mon top d'énergie, donc je vais l'appeler. Ok, ça sera cool. Et j'aurai progressé un tout petit peu sur la partie familiale. Et ben je suis bien content. Parce que mon aujourd'hui est mieux que mon hier. Être meilleur ne s'arrête jamais. Et je vais chercher à chaque fois à avoir des petits points comme ça, des petits pas d'amélioration jour après jour. Et surtout, 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 je vais me dire une chose, je vais me dire, le point d'arrivée, j'y arriverai quand j'y arriverai. Voilà. C'est-à-dire que je vais arrêter de me foutre la pression, je vais arrêter de mettre la guerre. Tu sais, je donne un exemple avec le bouquin sur le burn-out que je suis en train d'écrire depuis un an. Je me suis mis le défi de l'écrire en un mois et plus ça allait, plus je me disais, non, je vais prendre mon temps. Je le ferai quand j'aurai envie de le faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, où tu progresses et tu avances. Je sais qu'il sortira un jour, ce truc-là. Et je vais continuer la métaphore avec toi sur l'histoire du bouquin.
Pour continuer à progresser dans tes domaines de vie, la seule chose à garder en tête, c'est pas le point d'arrivée, c'est de se dire, mais en quoi c'est vachement important pour toi de progresser. Le en quoi des burn-outés, c'est justement qu'à chaque petit pas que tu fais, tu t'éloignes un peu plus de la rechute du burn-out. À chaque petit pas que tu fais, tu t'éloignes de ton fossé. Alors bien sûr, le fossé, il peut être juste là derrière, mais t'avances, 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 t'avances à chaque fois un peu plus. Ok? Ça, c'est vachement important. Donc, première réponse, ton cerveau est un junkie, coupons-nous des distractions. Si tu n'arrives pas à te couper des distractions tout seul, ça peut se comprendre. Tu prends ton téléphone, tu le fous dans la bagnole. Je peux te garantir que quand tu vas te lever en charentaise au beau milieu de la nuit pour aller chercher ton téléphone, tu vas le faire une fois, hein. Tu vas le faire une fois parce que la deuxième fois, tu vas dire c'est bon, ça m'a saoulé. Tant pis, je vais prendre un bouquin ou je vais faire autre chose, mais tu vas voir que tu vas réapprendre ton cerveau, tu vas réapprendre à canaliser ton cerveau tranquillement comme ça. C'est une petite astuce, mais qui marche vachement bien à cette ère où on est tout le temps connecté. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais un des facteurs externes du burn-out, vous savez, moi je suis très très fan de dire, ok, le burn-out, il y a des facteurs externes, mais il y a surtout des facteurs internes que sont nos drivers, hein. Mais un des facteurs externes du burn-out, clairement identifié, c'est l'hyperconnectivité. Le fait d'être tout le temps, en permanence avec son téléphone dans sa main, dans sa poche, dans son truc, dans sa... Mais on n'a plus de temps où notre cerveau il peut se calmer, se poser. Tu es tout le temps en train d'avoir... Et tu as un temps de concentration de mouche au bout d'un moment. Tu vois, moi, on m'appelle Dory la Dorade, quoi. Parce que à force, tu vois, je suis sur un truc, je suis sur un autre, etc., etc. Et cetera. Et il y a des journées où je fais vraiment des détox. Ou téléph- Et le téléphone, il y a aussi un truc, c'est que je ne le mets jamais. Je mets toujours en mode foutez-moi la paix. Je sais pas comment ça s'appelle ce mode-là. Il y a un mode sur l'iPhone qui est le mode foutez-moi la paix. Et tu peux m'appeler, m'envoyer des messages, je ne le verrai pas. Je choisis moi-même les moments où j'ouvre mon téléphone. Comme ça, mon téléphone, il sonne pas sans arrêt. Je l'entends pas faire cling, clang, clong, cling, clong toutes les 2 minutes et il arrête de me gonfler. Donc ça, c'est des petites astuces. C'est con, hein, mais c'est des petites astuces de productivité. Cool. Moi, je suis pas pour la productivité où vous allez vous mettre la rate au courbouillon, où vous allez vous mettre dans le jus. Certainement pas. Je suis pour de la productivité cool. Ça, c'est des petits piratages qu'on peut avoir. Mettez votre téléphone en mode ta gueule et vous verrez, ça marchera très bien. Voilà, mon Bruno. Merci en tout cas de ta question. Ça me fait plaisir toujours de te voir. Et là, on a Valérie qui me dit, alors Valérie, elle m'a envoyé un long mail, je vais défaire avec vous. Valérie, tout a commencé en mars 2020, on dirait le début d'une histoire de Disney. Tout a commencé en mars 2020. Je vais le faire avec une voix un peu Disney. Alors, attends, pendant ce temps-là, il y a encore des gens qui arrivent. Tout a commencé en mars 2020, où suite à un changement de RP et d'organisation, par la même occasion, j'ai commencé à accumuler une charge de travail de plus en plus importante du fait d'un logiciel peu adapté à ma fonction de responsable logistique. Oui, ça c'est con. Ça c'est con quand tu es responsable d'un truc et que ton logiciel c'est une brouette. Tout avait été misé sur la production. J'ai tenté de trouver des solutions, mais ma direction est restée sourde et a même été jusqu'à me proposer un départ négocié. Alors, à mon avis, la direction, elle s'est dit, bon, on a investi des milliers et des cents dans un nouveau logiciel, la Valérie, la Valoche, elle va pas nous casser les pieds. Donc, elle a dit, on va prendre quelqu'un d'autre pour pouvoir être un peu plus souple et qu'elle ne nous saoule pas et qu'elle puisse se mettre sur le logiciel sans nous râler dessus. Ah, c'est pas fini. Comme dans un monde Disney, il y a des rebondissements. Le Covid est passé par là et j'ai été mise au chômage partiel 9 mois, alors que l'ensemble de mes collègues ont repris pour mai 2020. Reprise effective en janvier 2020, où on m'annonce que mon assistante part à la retraite et que son poste fusionnait avec le mien. En gros, t'as un logiciel de merde et t'en fais 2 fois plus. Là, on se doute que les conditions extérieures, elles sont pas réunies pour que tu sois dans des conditions de détente très cool, quoi. Contente de reprendre malgré tout, j'assume mes fonctions. Attention ici, on peut avoir un petit driver soit fort et soit parfait qui arrive. Je prends le poste de quelqu'un en plus du mien, mais je suis contente de reprendre. Et comme j'ai le driver soit parfait, je vais tout faire. Je vais tout faire et puis ça allait. Puis je vais prouver à mes patrons que je peux y arriver, etc., etc. Bon. Je cours dans tous les sens, tu m'étonnes, car la production ne suit pas, le service commercial donne des délais de livraison bien trop courts et le client râle pour rester poli. Je m'aperçois que je commence à aller de moins en moins bien. Bah tiens, et on ne gagne rien à se plaindre, comme disait ma grand-mère. Là, on entend le sois fort. Driver, sois fort, arrête de te plaindre, disait ma grand-mère. Boum, on est en plein dedans. Donc là, vous allez voir qu'on a une personne qui va accumuler, 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 sans rien dire, sans appeler à l'aide, sans dire j'ai besoin. Ou quand elle va le demander, elle va mal le demander, c'est-à-dire qu'elle va le dire avec une toute petite voix parce qu'elle n'assume pas le côté je me plains, justement, parce que sa grand-mère, quand elle était petite, lui a dit faut pas se plaindre. Donc à un moment donné, ça va péter, j'en suis sûr. Je le vois arriver, mais gros comme une maison. Vous êtes prêts?
Allez, j'alerte ma direction, mais malgré tout, il m'est répondu, ça va aller. Ici, il y a une chose, je ne sais pas comment Valérie en a parlé à sa direction, mais il est certain qu'il y a une partie de Valérie qui ne sait pas demander les choses ou qui ne sait pas poser les choses et se mettre en négociation face à quelqu'un. J'en suis certain. Je l'ai vu des milliers de fois, vous voyez. Et avec le driver soit fort qu'il y a derrière, je le sens gros comme une maison. Donc je peux avoir l'impression que je sais demander, mais je vous le jure, si je vous ai en one-to-one avec moi, je vous pose trois, quatre questions et vous me répondez au bout de 2 minutes, bah non, en fait, je sais pas demander. Savoir demander, c'est savoir négocier, c'est savoir rentrer en conflit, c'est savoir aller jusqu'au bout d'un truc jusqu'à avoir gain de cause. Ça ne veut pas dire gueuler, hein. Moi, j'aime pas gueuler. Ça veut dire pouvoir parlementer, négocier, décortiquer jusqu'à un moment où on te dit, OK, Valoche, on va faire ça. Et non pas, allez, t'es mignonne, ça va aller. En juillet 2023, je craque une première fois, bah tu m'étonnes. 3 semaines d'arrêt, je reprends 5 semaines, mais ça ne va pas. Bah oui, clairement. Je consulte le médecin du travail qui me dit, vous faites un burn-out, il faut vous arrêter. Ah non, pas moi. On entend le driver soit fort. Donc elle a dit à son médecin, non, 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 foutez-moi la paix, je ne vais pas m'arrêter. Et en bref, depuis le 5 septembre 2023, je suis en arrêt. Ça commence à faire un bail. Elle est suivie par un psychiatre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi psychiatre? Si vous avez une pathologie, psychiatre, oui. Si vous avez une pathologie de type dépression, de type bipolarité, de type neuroatypie, ce genre de choses, psychiatre, yeah bébé. Fonce Alphonse, franchement c'est cool. Mais très souvent quand tu vas chez un psychiatre, il va te donner des médocs. C'est rare qu'il te fasse une thérapie, c'est rare qu'il te fasse un accompagnement. Donc peut-être qu'elle est sous médoc. Et peut-être que les médocs, moi je suis pas contre, hein, les médocs. Je suis pas contre les médocs si et seulement si c'est donné avec un but derrière. C'est-à-dire que si je te donne des médocs pour que tu retrouves le sommeil, c'est pour que derrière tu récupères et que tu fasses la thérapie qui va bien pour te remettre sur pied. Si c'est de donner un médoc juste pour te donner un médoc, le jour où tu n'as plus le médoc, tu n'as plus ta béquille, tu te casses la gueule. Donc pourquoi pas, mais s'il y a une suite. Ah, et je suis suivi par une psychologue. J'adore les psychologues. Les psychologues, ils ont une vertu vachement bien, c'est qu'ils sont là pour être présents quand vous avez besoin d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, quand vous faites un burn-out, vous vous sentez seul. Votre famille ne comprend pas ce que vous faites, vos proches ne comprennent pas ce que vous faites, et même vous ne comprenez pas que vous êtes dans les choux. Ça vous arrive. Pourquoi moi, alors que moi je suis forte, je me retrouve à la ramasse. Donc le psychologue, très souvent, il va être là pour te dire, oui, j'entends ce que tu dis et te parler. Il va te parler, tu vas lui parler, ça va être cool. Ça va dépendre de sa formation, ça va dépendre de type de thérapie qu'il va faire, mais moi j'aime bien les psychothérapeutes, justement, qui ont des outils derrière de thérapie, et notamment des thérapies psycho, des thérapies cognitivo-comportementales, qui vont t'aider non pas juste à être l'oreille présente pour toi, mais aussi à te remettre sur le chemin. Tu vois? Alors, il y a certains psychologues qui sont psychologues, psychothérapeutes, mais il y a certains psychologues qui sont psychologues. Et ils sont là, ils t'écoutent, et ils ont leur importance, tu vois? Parce que tu te sens pas seul, et c'est vachement important. Mais si derrière, tu n'entames pas une vraie thérapie, c'est-à-dire un vrai accompagnement pour te faire péter ton putain de driver soit fort déjà, parce que ça s'entend gros comme une maison, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas retourner au travail et que tu vas encaisser, encaisser, encaisser jusqu'à ton prochain burn-out. Tu vois? Donc il y a une vraie stratégie, en gros, dans ton accompagnement qui va consister justement déjà à dégager ces drivers-là. Une fois que tu auras dégagé tes drivers, dans ce que j'entends moi, c'est il va falloir apprendre à négocier. Il va falloir apprendre à se confronter à une personne. Il va falloir apprendre à prendre sa place, c'est-à-dire faire des demandes qu'on ne saura pas te refuser. C'est-à-dire aller au conflit. Un conflit, encore une fois, c'est pas un truc genre on me gueule dessus, je gueule sur quelqu'un. Ça existe parfois, mais il y a des conflits qui peuvent être très calmes. Il y a des conflits qui peuvent être très froids. On n'est pas obligé de se faire la gueule quand on fait un conflit. Si on se fait la gueule quand on fait un conflit, on repart avec une solution nulle. Un conflit, c'est on se rentre dans le lard, on se dit les choses pour que la solution, elle avance. Et ça, pareil, si on ne t'a jamais appris à le faire, bah, tu vas pouvoir demander, tu vas croire que tu demandes et tu ne seras pas écouté parce que simplement, tu n'auras pas su réellement demander. Donc, dans ta stratégie à toi, il y a deux choses primordiales. La première, c'est dégager ses drivers, ça s'entend, gros comme une maison, et clairement apprendre à prendre sa place, apprendre à dire non, apprendre à dire merde, apprendre que tu n'es pas juste un pion malléable, mais que tu es un marchand. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends ton savoir-faire. Tu as des compétences, tu as un savoir-faire.
Ben, tu as le droit aussi de donner toi ton expertise. Tu es l'expert de ton poste en fait. Si demain j'ai mon plombier qui débarque chez moi et que moi je suis pas plombier, moi imagine je suis entrepreneur du bâtiment, moi je suis tiens moi je suis qu'est-ce que je fais? Moi je construis des maisons. Et le plombier il me dit écoutez je crois que là si vous mettez là comme ça les tuyaux sont trop petits, les toilettes vont refouler. Ouais, tais-toi Martine. Écoute tu vas m'écouter, je fais bien ce que je veux. Mais non en fait, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai beau être le CIO, j'ai beau être le PDG, j'ai beau être le directeur, toi, tu es l'experte de ton truc. Donc, moi, je dois te fournir des outils qui vont te permettre d'avoir la plus jolie maison, la plus fonctionnelle possible. Donc, si mon plombier en face de moi, il se laisse écraser par ma connerie, bah, ce qui va se passer, c'est que les toilettes vont être bouchées au bout de 2 minutes, ça va refouler et personne va s'en sortir. Donc, il y a aussi, je vais pas dire une faute de ma part, il y a aussi une responsabilité de ma part d'apprendre ces outils de relations interpersonnelles qui permettent de me confronter aux autres. Salut François, je t'avais pas vu. Salut. Ces outils de relations interpersonnelles qui vont me permettre de me confronter aux autres, qui vont me permettre de faire des demandes qui ne seront pas mal prises, qui vont me permettre de pouvoir dire oui, non, merde de manière suffisamment polie, mais suffisamment franche pour pouvoir faire en sorte de, ok, je vais pas avoir quelqu'un qui me dit si t'es pas content, tu dégages. Alors, il y a des outils qui sont pas mal là-dessus. Il y a des formations qui sont pas mal là-dessus. Il y a des formations qu'on appelle la communication non violente. C'est un truc qui est pas mal à apprendre. C'est un des outils. Moi, je dirais c'est la base, hein. C'est vraiment la base dans les relations interpersonnelles. C'est un des outils à apprendre. Euh, Moi, vous savez, si vous savez pas, je vous le dis, j'ai une formation en hypnose ericksonienne. la, la- Dans le Quick Change, on a complété une base de communication non violente avec des outils de communication type hypnose ericksonienne. Parce que faire des demandes que l'autre va entendre, bah, ça marche bien justement avec la communication indirecte ericksonienne. Donc si on arrive à combiner ces deux outils-là, non seulement on sait prendre sa place, mais en plus on sait demander. Donc ça peut être pas mal. Voilà ma Valérie. Ah bah non, je continue. Je commençais à me sentir mieux après avoir dormi des mois et être resté en état végétatif. Ouais, ça doit être les médocs aussi. Mais là, depuis une semaine, j'ai de nouveau des angoisses et je n'arrive pas à me l'expliquer. Je vais te les expliquer, tes angoisses. Quelque chose bout en moi qui n'arrive pas à sortir. T'as le sang qui bout. Il y a un proverbe qui dit, il vaut mieux avoir le sang qui bout que le bout qui sent. Ça, c'est cadeau, ça, c'est gratuit. Oui, bah, j'avais dit que j'allais être en forme aujourd'hui, hein. Ce matin, je me suis levé, j'ai dit à mon équipe, venez ce soir, j'ai un niveau de connerie qui est là aujourd'hui. Euh, je sens que ça va pas s'arrêter. Donc, typiquement, qu'est-ce que c'est que ces crises d'angoisse? On va être sérieux 2 minutes. Si je suis pas sérieux, vous levez la main comme ça, vous dites, mec, franchement, t'abuses. Les crises d'angoisse que tu risques d'avoir ici, c'est une partie de toi qu'on appelle la partie inconsciente qui est en train de te gueuler quelque chose. Une partie inconsciente de toi qui est en train de te gueuler, ça va pas. Imagine à l'intérieur de toi, tu as une partie consciente et tu as une partie inconsciente. Alors on dit toujours la partie consciente c'est le sommet de l'iceberg et la partie inconsciente c'est la partie immergée. Bon, en gros j'en sais rien. J'en sais rien si c'est les vraies proportions. Moi je pense que la partie inconsciente, elle est vraiment pas 10 fois plus importante que la partie consciente. À mon sens, elle est 1000 fois plus importante que la partie consciente. On fait plein de trucs de manière inconsciente. On réagit de manière inconsciente. On parle. Moi je parle avec les mains de manière inconsciente. Je parle avec le visage. Vous voyez mes expressions de manière inconsciente. Et puis on a des petites voix qui nous tournent dans notre tête. On a à peu près 45 000 pensées par jour. Dans ces 45 000 pensées qu'on a par jour, on en a combien des conscientes? Bah, très peu finalement. Et en gros, ce qui va se passer dans notre tête, c'est que on va avoir en permanence un espèce de bruit de fond qu'on ne va pas entendre. C'est un petit peu comme si on était en permanence, vous savez, avec des télés derrière nous qui passent BFM Télé, BFM Télé, CNews, toutes ces télés à la con qui vous disent en gros, tu vas mourir demain si tu m'écoutes pas. Bon, bah même si tu es en train de faire la vaisselle ou de préparer la bouffe, t'entends quand même ce truc-là en lame de fond. Même si tu n'y prêtes pas attention, même si tu ne focalises pas ta conscience dessus, il y a toujours ce petit truc-là au fond de toi. Et ce truc-là au fond de toi que tu n'entends pas parce que tu ne mets pas de conscience dessus, il y a un moment donné, ça va gueuler. Et comment ça gueule? Alors, ça peut gueuler de plein de manières. Tu vois, chez les personnes en burn-out, on a des troubles musculo-squelettiques qui vont apparaître. Tu sais, c'est la personne qui va se dire, ah, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. En gros, ton inconscient est en train de te dire, Marcel, il faut vraiment que tu arrêtes de bosser. Mais toi, tu sais, t'as le driver soit fort, alors tu continues.
Et chez d'autres personnes, ça peut être des gens qui vont s'évanouir, des gens qui vont avoir des crises d'angoisse, des gens qui vont avoir le ventre en vrac, pour un oui, pour un non. Des gens qui vont avoir un sommeil qui va se couper au beau milieu de la nuit comme ça. Leur inconscient leur gueule des trucs que leur conscient n'écoute pas. Parce qu'on n'a jamais appris à prendre attention, à vraiment se dire, OK, qu'est-ce que c'est en train de me raconter ce truc-là? Bah, mon inconscient il est en train de me dire, je suis pas bien là. Je ne peux pas reprendre le travail tout de suite. J'ai peur. Je ne peux pas recommencer dans ces conditions-là. J'ai peur. Donc, un gros tuyau pour toi, Valérie, vraiment, parce que là, tu me dis, c'est normal d'avoir des hauts et des bas, ça fait quand même 9 mois. En 9 mois, c'est normal d'avoir des hauts et des bas si ton burn-out n'a pas été traité. Et d'après ce que je vois, il n'a pas été traité. En gros, tu t'es reposé, tu t'es arrêté et ça t'a fait du bien et c'est vachement important. Tu as eu quelqu'un qui t'a donné des médocs, c'est bien, c'était peut-être important. Tu as eu quelqu'un qui t'a parlé et à qui t'a parlé, tu ne t'es plus senti seul, c'est bien, mais tu te sens pas outillé aujourd'hui. Donc, ben, si tu retournes au boulot, tu retournes, à mon avis, au casse-pipe. Moi, j'ai une croyance, c'est que les gens font un burn-out dans leur vie. Vous savez, j'ai parfois des gens qui viennent chez moi, ils me disent, j'en suis à mon troisième, quatrième. Non, Michel, t'en as pas fait trois ou quatre, t'en as fait un. Il a juste pas été traité ton burn-out. Tu t'es reposé, t'es parti voir un psychologue, t'as pris de la poudre de perlimpinpin et 8 mois après, 9 mois après, t'es retourné au turbin. Ben, t'es pas outillé. Tu n'es pas outillé. Tu as encore tes drivers qui sont là. Tu ne sais pas négocier. Bon, bah, bonne chance. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, là, ici, c'est normal d'avoir ces trucs-là. C'est normal d'avoir ces trucs-là. Nous, si tu veux, quand on dit aux gens, vous venez dans le Quick Change, on leur dit, on va pas être des psychologues. On va pas être là pour vous écouter parler de c'est la faute de mon manager, c'est la faute. On s'en fout en fait de ça. Vous avez tous la même histoire. C'est toujours la faute de mon manager, la pression, le stress. On le sait, on l'a entendu 1000 fois. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment vous allez bousiller vos putains de drivers, soit fort, soit parfait, fait plaisir. Bon, merci, dégagez. Comment on va vous apprendre à gérer votre temps de manière efficiente? Parce que là, tu es en train de jouer avec plein de tâches. Ok. Bah, peut-être qu'il y a des tâches que je vais prioriser par rapport à d'autres. Et ça, pareil, les formations à la gestion du temps, c'est un truc, faites-le. C'est super important. Nous, on a décidé de l'inclure dans Quick Change parce que, on s'est dit, une personne qui ne sait pas gérer son temps est une personne qui va en burn-out. Et enfin, la troisième et la dernière étape qui est vraiment indispensable, à mon sens, c'est les relations interpersonnelles. Est-ce qu'à un moment donné, je sais me confronter à une personne sans m'écraser, sans dire oui, amen? Et quand une personne, elle est outillée, quand une personne, elle sait dire non, quand une personne, elle sait gérer son temps et quand une personne, elle a plus ses drivers, bah, elle ne refait pas de burn-out. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, si on veut vraiment se débarrasser de ça, il faut passer par là. Il faut passer par là. Sinon, sachant que le milieu extérieur ne changera pas, c'est à moi de changer. Réponse un peu complète. J'espère que ça répond en tout cas à tes questions, mais c'est normal à mon sens. Même si ça fait 9 mois, c'est pas toi qui es débile, hein. C'est pas toi qui es débile. C'est à mon sens normal que ça arrive si le burn-out n'est pas traité à la racine. Toi, t'as pas de problème. Tu es juste dans un process normal. Céline nous dit, ça fait quelque temps que je te suis. Eh ben, je suis content. J'ai pris sur moi pour ne pas plonger dans le burn-out. Petit driver soit fort, mais il m'a rattrapé. Voilà 3 mois que je suis en arrêt maladie et en procédure de licenciement pour insuffisance. Ça, c'est dégueulasse. J'accepte enfin le fait d'être en burn-out. Le j'accepte enfin le fait me montre bien que cette personne est dans le driver soit fort. Vous voyez? Je n'accepte pas d'avoir un pied au sol, je n'accepte pas d'eux, etc., etc. Donc, j'accepte enfin d'être en burn-out parce que j'étais dans le déni. L'une des premières phases du burn-out, c'est le déni. C'est oh non, non, mais moi, vous inquiétez pas, ça va. Non, mais je dormirai quand je serai mort. Non, mais vous inquiétez pas. Tout le monde autour de vous va vous dire, Laurence, tu serais pas un petit peu fatigué? Non, non, ça va, t'inquiète. Non. Oui, je suis fatigué, mais je continue. Vous êtes dans le déni. C'est le driver soit fort qui joue là-dessus. Alors, je continue la question de Céline. Donc, j'accepte enfin d'être en burn-out et de changer de carrière professionnelle. Bien. Enfin, pour l'instant, je me répare. C'est très bien. Tu ne vas pas redémarrer, je le disais à chaque fois, mais tu ne vas pas redémarrer dans une nouvelle carrière professionnelle si tu n'as pas réellement dégommé, fait ce qu'il faut pour ne plus jamais retomber dans le burn-out. Les drivers, la gestion du temps et les relations interpersonnelles. Sans ça, moi, je garantis pas que vous ne retomberez pas. J'espère être disponible lundi à 18 h. Bon, bah, si tu es là, salut Céline. Comment réussir à refaire confiance au monde du travail et à son organisation pour réussir à se projeter une fois guéri?
Merci pour ton accompagnement. J'adore cette question. J'adore cette question parce que c'est la même question. Ah, je vais vous faire une métaphore. Je vais vous faire une métaphore. Je vais vous faire une métaphore, la métaphore du couple. Parce que tu pourrais transformer le monde du travail par les mecs. Comment refaire travail à un mec après avoir eu un couple dysfonctionnel? Comment retourner dans une relation sans m'être guéri? C'est pareil, hein. On est d'accord avec ça? C'est pareil. Et ben la clé, c'est pas de faire confiance au mec, c'est pas de faire confiance au monde du travail, c'est de se faire confiance à soi. C'est de se dire, j'ai suffisamment bossé pour que maintenant, au moindre signe d'alerte, au moindre signe de manipulation, les nanas, vous aimez bien les pervers narcissiques, donc au moindre signe de perversion narcissique de la part de ce mec, si, si, parce que vous êtes tous tombés sur des pervers narcissiques. Regardez-moi dans les yeux, je vous connais. Vous êtes tous tombés sur des pervers narcissiques. Au moindre signe, je saurais me défendre, je saurais dire non, je saurais dire merde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la confiance que je vais faire à l'autre est dépendante de la confiance que j'ai en moi. Moi, je peux faire confiance en n'importe qui. Je peux sortir avec la plus jolie femme du monde. J'ai tellement confiance en moi qu'elle se fait draguer, elle se fait. Je m'en cogne. Elle trouvera pas mieux que moi. Vous voyez le niveau? Bon, mes chevilles, ça va, hein, pour ceux qui demandent. Donc, typiquement, dans le boulot, ça sera pareil. Dans le boulot, ça sera pareil. C'est-à-dire qu'au moindre signe, je vais être capable de dire non, je vais être capable de dire merde, je vais être capable de prendre ma place. Et je vais être capable de me dire, OK, ben, quelqu'un qui a cette qualité-là sur le monde du travail, il retrouvera hyper facilement du boulot. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc la clé, encore une fois, c'est pas de mettre l'accent sur ce qui est à l'extérieur de moi. Le monde du travail, c'est un monde compliqué, c'est un monde difficile, c'est pas un monde de bisounours, c'est un monde dur. Bah, ce monde dur, moi, je vais m'outiller pour pouvoir l'affronter. Et je vais être tellement sûr de moi, je vais avoir tellement des capacités nouvelles, et dans ces capacités, c'est très certainement des capacités sociales, interpersonnelles, que je vais être capable de mettre mes limites, en fait, tout simplement. Je vais être capable de dire non, oui, stop, ça je veux pas. Et c'est parce que j'ai cette hyper confiance en moi que je vais pouvoir me programmer, me placer, me mettre des barrières face aux autres. Alors derrière cette question-là, c'est comment on prend confiance en soi? Je sais que c'est ça la question, la vraie question. Surtout quand on a un driver soit parfait de cow-boy. Et ben la théorie des petits pas de notre ami Bruno, elle est hyper importante. Je vais vous raconter un truc sur ma life. Petit moment confidence. En fait, j'ai l'impression d'être dans un confessionnal. Merci. J'ai plus besoin de curé grâce à vous. Je suis content. En fait, je fais ma thérapie une fois par mois avec vous. Je suis content. Petit moment confessionnal. Il y a. Ah, je commence à être vieux. Donc, quand j'avais 25 ans, je crois, ou 26, je me suis posé tout seul dans un bar. Je me vois très bien où c'était. C'était place du marché Saint-Honoré. Il y avait un bar qui était là. Et toute l'après-midi, j'ai écrit une lettre de la personne que j'avais envie de devenir. Cette lettre, elle a fait 17 pages. Et je peux vous garantir une chose, c'est que la personne que j'avais envie de devenir, elle était à des millions de kilomètres de la personne que j'étais à l'époque. J'ai regardé ce truc-là et je me suis pas dit, mon Dieu, c'est inaccessible. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'hier pour m'approcher un peu plus de cette personne-là? Donc, la théorie des petits pas de Bruno. Dans tous les domaines de vie. Dans le domaine amoureux, dans le domaine social, dans le domaine familial, dans le domaine personnel, dans le domaine de mes peurs, dans le domaine financier, dans tout ça. 17 pages où j'ai écrit le mode d'emploi de Théo Duverger. Pour ceux qui sont dans le Quick Change, ça va vous rappeler ce qu'on appelle la version 2.0 de nous-mêmes, très détaillée dans le parcours. Mais c'est une bonne façon de se faire une lettre, de se projeter face à une vraie personne qu'on a envie de devenir. C'est bien de dire je veux avoir confiance en moi. Tu sais quoi? Tout le monde a confiance en lui pour certaines choses et pas confiance en lui pour d'autres choses. Donc la question c'est qui vous voulez devenir réellement. Ça veut dire quoi avoir confiance en soi? Pour moi, la confiance en moi, c'était quoi? C'était pouvoir affronter, c'est con, hein, mais c'était pouvoir affronter une personne.
un homme en général, plus âgé que moi, plus corpulent que moi. Pourquoi? Parce que c'était la figure paternelle du père qui me faisait tant peur quand j'étais petit, parce que je recevais des baffes, tu sais, mon père était boxeur amateur, et, et donc, sur ses enfants. Et donc, et donc, moi, dès qu'il y avait un patron, dès qu'il y avait un manager, dès qu'il y avait un gars qui avait une figure paternelle comme ça, je m'écrasais. Donc la clé, c'est la confiance en moi par rapport à ce genre de personne. Comment je vais l'acquérir? Et ça correspond avec le moment où j'ai démarré le jiu-jitsu brésilien. Et j'ai commencé à me battre avec des mecs qui étaient 20, 30, 40 kilos de plus que moi, plus costauds, etc., etc. Jusqu'au jour où j'avais plus peur de les affronter. Jusqu'au jour où je suis capable de dire non, de prendre ma place, etc., etc. Donc le moyen vient du but recherché. Le but, c'était de devenir cette nouvelle version de moi-même. Qui je veux devenir? C'est quoi la lettre que je vais faire pour créer mon mode d'emploi et devenir cette personne-là petit à petit? Et chaque jour faire un peu mieux que la veille. Aujourd'hui, j'ai pas su dire non à cette personne, c'est pas grave. Au moins, j'ai hésité un petit peu. J'ai fait avant, j'aurais fait oui d'un coup. Là, j'ai fait oui. Bah, c'est déjà mieux que la veille. Au moins, j'ai tenu une seconde. Bravo, bravo Théo. Tiens, check. Et demain, tu feras mieux. Et c'est comme ça qu'on prend confiance. Alors, j'ai jamais eu pas confiance en moi avec les filles. Vous voyez, par exemple. Mais je vais vous raconter un truc. Oh purée, je devrais pas vous raconter ça. Bon, je vous le raconte. Si vous insistez, je vous le raconte. S'il y a les mains en l'air, je vous raconte. Ok, je vous le raconte. J'ai j'ai jamais eu pas confiance en moi avec les filles. Pour moi, aller aborder une jolie fille dans la rue, c'est super facile. Me prendre un râteau, c'est pas un problème. Ça arrive. Quand j'ai débarqué à Paris avec mon petit salaire de vétérinaire, parce que contrairement à ce que vous croyez, Veto, ça gagne vraiment pas, surtout à la convention collective, c'est une tannée. J'avais du mal à payer mon loyer à Paris, mais je savais faire un truc. Je savais aborder les filles et je savais draguer les filles. Et j'allais à la salle de sport et j'étais gringalé. Vous pouvez pas vous imaginer, j'étais tout petit. Et à côté de moi, il y avait des monstres. Mais des monstres. C'est des mecs 90 kilos de muscles montés sur burne. Tu vois les monstres? Voilà. Et il y avait Fabien qui était là. Je vois, je l'ai déjà raconté cette histoire. Et Fabien, alors, moi à l'époque, si tu veux, j'avais pas encore transmis mon patrimoine génétique, donc je cherchais encore mes futurs partenaires. Et régulièrement à la salle de sport, c'était à Vincennes que ça se passait, régulièrement à la salle de sport, bah, j'avais des prospects qui venaient me chercher à la fin de la séance. Et un jour, j'ai mon Fabien qui vient me voir. Alors, Fabien, le monstre, hein. Fabien, il était flic à la BAC de Montreuil. Tu vois le genre de bonhomme? C'est pas à la BAC de Versailles, hein. Non, c'est Montreuil, dans le 9-3. Et Fabien, un jour, il vient me voir. Il me dit Théo, comment tu fais? Comment ça, comment je fais? Bah, je te vois à chaque fois avec une fille différente. Comment tu fais? Je dis bah, je leur parle. Il fait non, mais moi, j'arrive pas et tout. Je fais bah, Fabien, ce que je vais faire, c'est que je vais t'apprendre. Et ce que j'ai fait avec Fabien, je lui ai dit tu vas venir chez moi, tu vas venir samedi. On va se mettre place Saint-Michel et tu vas voir, je vais t'apprendre, c'est super simple. Alors voilà, c'est Fabien qui arrive samedi avec moi, place Saint-Michel. Et alors, on aurait dit Laurel et Hardy, hein. Tu sais, le grand balèze et le tout petit. Je suis pas très grand, tu vois Fabien, il était immense, c'est un Golgoth. T'es blond, les yeux bleus acier, le monstre, quoi. Et il y a une jolie fille qui arrive devant nous, et je dis, Fabien, parle-lui. Et plus la fille s'approche de nous, plus Fabien, de son mètre 90, passe à 1,60 m. Il passe de blond à roux, et il se cache derrière moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Deuxième fille qui arrive, Fabien, il fait pareil. Troisième fille qui arrive, je lui dis, bon, c'est bon, on arrête les conneries, moi je joue plus avec toi, tu m'as saoulé, j'ai autre chose à faire le vendredi, samedi après-midi, si tu le fais pas, ça va me gonfler. Ici, Fabien, c'est un gars qui avait ultra confiance en lui pour aller dans les cités à Montreuil. Quand ça chauffait, il n'y avait pas de problème. Donc, il se serait défini comme j'ai confiance en moi. Moi, tu me mets dans une cité à Montreuil, je meurs. Je peux pas. Lui, pas de problème. Moi, tu me mets avec 10 nanas, je suis une star. Lui, n'importe. C'était l'enfer. On a tous confiance en nous dans certains domaines de notre vie. Donc, il faut définir la confiance de manière précise. Dans quoi je veux augmenter ma confiance? Moi, j'ai pas une énorme confiance en moi quand ce qui est de faire du feedback à ma fille. Donc, je demande généralement à des gens qui connaissent. Hein, Juliana, qui me conseillent généralement des trucs bien. Ah, pour ta fille, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et j'écoute. Je reviens à mon Fabien. Fabien, je lui ai dit, on va faire un truc. Tu veux avoir cette confiance en toi? Oui. Alors, je vais t'expliquer ce qu'on va faire.
Fabien, tu vas revenir la semaine prochaine et, euh, et tu sauras aborder les filles. Et tu auras confiance en toi. Je vais te montrer comment on va faire. Tu vois, là, tu es mon pote. Donc, je passe mon samedi après-midi avec toi et c'est cool. Mais la semaine prochaine, je vais faire comme avec les autres. Je vais te coacher. Donc, tu vas me donner 2 000 € en espèces. C'est plus pratique. S'il y a des comptables dans la salle, vous savez pourquoi. Et voilà mon Fabien qui débarque samedi la semaine d'après avec ses 2 000 € en espèces et qui commence à avoir des excuses. Oui, mais tu sais, moi je gagne pas beaucoup, je suis à la bac. En plus, je fais de la muscu, je bouffe une vache par jour. Tu sais, j'arriverai pas à payer mon loyer. Je fais, écoute Fabien, t'as pas 36 solutions. Soit tu as des résultats, soit tu as des excuses. Tu fais ce que tu veux. Et Fabien, il me tend sa liasse de 2 000 €. Et je dis maintenant, c'est à moi, ça, Fabien. Il me dit, oui, c'est à toi. Parfait. Donc je peux en faire ce que je veux. Oui, tu peux en faire ce que tu veux. Alors voilà ce qu'on va faire, Fabien. À partir de maintenant, à chaque fois que tu vas aborder une fille, je vais te rendre un billet. Tu as 1 heure pour que je te rende tous tes billets. Tout le reste, ça sera pour moi. Les 10 premières minutes dans la tête de Fabien, c'était tempête sous un crâne. La première fille qu'il a abordée, c'est il revient vers moi, la queue entre les pattes, je lui tends un billet. Bravo Fabien. Mais non, mais je suis pas à l'aise comme toi, mais qu'est-ce que j'en ai à secouer que tu sois pas à l'aise comme moi? T'as fait un truc que t'osais pas faire 10 minutes avant. La deuxième, ça a été bonjour, je m'appelle Fabien. Bah salut. Je lui retends un billet. C'est déjà beaucoup mieux que le message juste avant. À la troisième, je commençais à l'appeler Kalachnikov, le gars. Il avait compris qu'à chaque fois qu'il allait voir une nana, je lui donnais un billet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'avait plus peur de se prendre des râteaux et ça devenait un jeu pour lui. Bon, il a fait une erreur de débutant, il a pris le premier numéro qui passait, il est resté bloqué sur la fille. Mais typiquement, ce que c'est fait, et ça c'est un truc qui est bon pour vous, c'est vous rappeler pourquoi vous voulez vous bouger le cul. Tu sais, le fameux en quoi dont je te parlais tout à l'heure, Bruno. On a deux raisons qui nous motivent à nous bouger le cul. Parce qu'on veut s'éloigner de quelque chose. Fabien voulait s'éloigner de cette pression financière que je venais de lui mettre, de cette galère financière dans laquelle j'allais le mettre si je ne lui rendais pas son argent. Généralement, ça, c'est un sacré motivateur. Retenez toujours cette phrase de Confucius, hein. Les gens ne changent que quand ils ont le feu au cul. Confucius. C'est du vieux chinois, je fais ce que je veux. Donc, typiquement, typiquement, on est motivé quand on veut s'éloigner de quelque chose ou quand on veut aller vers quelque chose. Moi, j'en avais tellement marre d'être la version 1.0 de moi-même, de me laisser écraser par tout le monde, que j'avais envie de devenir cette personne-là. Et donc, petit à petit, pas après pas, je me mettais dans cette zone d'inconfort qui me permettait, à force de l'affronter, de devenir confortable et je repoussais les limites. Je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse. Et en gros, c'est ce qu'il a fait, Fabien. Et c'est ce que je vous invite à faire. Définir précisément la personne que vous voulez devenir, définir précisément dans quel domaine de votre vie précisément vous voulez avoir confiance, telle ou telle capacité, et avancer jusqu'à obtenir cette capacité. En vous souvenant que vous planter, c'est ce qui vous permet de pousser. Je la refais. Vous planter, c'est ce qui vous permet de pousser, de grandir, d'avancer. OK? Et s'il faut vous mettre une pression importante, ben, souvenez-vous de pourquoi vous êtes là. Souvenez-vous de pourquoi vous êtes là. Souvenez-vous, vous, du mur que vous êtes pris quand vous avez pris le burn-out, de vos enfants qui vous ont vu allonger sans pouvoir bouger. Je peux vous jurer que ça vous remue les fesses. OK? Eh bien, c'était parti pour la question de Céline. Petite digression, mais j'espère qu'on a kiffé. Sur Instagram, ça va? Où il y a des gens qui font coucou, c'est que ça va. Sonia nous demande pourquoi. Pourquoi je ne vais pas mieux alors que j'ai demandé mon arrêt médical, que je l'ai obtenu, j'ai entamé une reconversion professionnelle, j'ai essayé toutes sortes de thérapies et effectivement, je ne vais pas mieux. Alors, la question serait probablement alors, deux réponses. La première, c'est ça fait combien de temps que tu as arrêté? Si tu as arrêté depuis pas longtemps, c'est normal que ça n'aille pas beaucoup mieux parce que tu as besoin que ta physio se remette progressivement. Je t'en prie, Céline, ça me fait plaisir. Merci à toi de t'avoir posé la question. La première chose, c'est ta physiologie, elle est en vrac après un burn-out. Donc, faut le temps. Et en fonction d'une personne à l'autre, ça va prendre son temps pour pouvoir se remettre en place. La deuxième, si tu as essayé tout un tas de thérapies et que ça n'a pas marché, c'est que je suis désolé, mais tu as mis ton argent à la poubelle. Si tu sors de ton thérapeute en te disant je vais pas mieux que la dernière fois,
change de thérapeute, change de thérapie, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est tout con, hein. Mais moi, quand je vais chez le médecin et que je sors de chez le médecin, je me sens pas mieux dans les 2 jours, c'est qu'il y a un truc qui a déconné, quoi. Soit il s'est gouré de traitement, je lui donne encore une chance, mais pas deux. S'il se regourde de traitement une deuxième fois, je change de médecin. Ça, c'est aussi un truc dont je voudrais vous parler parce que j'ai eu une question comme ça qui m'est venue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est mon médecin veut pas me mettre des médicaments, veut pas me mettre en arrêt. Arrêtez votre loyauté à la con là. Vous n'êtes pas marié à votre médecin. La seule loyauté que vous devez, c'est à vous-même. Si vous avez un médecin qui est casse-couille avec vous, vous changez de médecin. Vous allez sur Doctolib, vous prenez un rendez-vous, c'est pas si compliqué que ça, et vous changez de médecin. OK? Donc, je reviens à la question de Sonia. Donc, première raison, peut-être une raison purement physiologique. Deuxième raison, probablement que les thérapies qu'elle a faites, c'était de la rigolade. C'était, bah, on a parlé, on a surtout beaucoup parlé, puis bah, comme à la fin de toute thérapie, j'ai fini par apprendre que j'étais amoureuse de mon papa depuis que j'étais petite et que ma maman m'a empêché de, donc voilà. Donc, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Donc, c'est bien d'avoir compris le problème, mais ça serait mieux de l'avoir réparé le problème. Donc, la question que je lui poserais, c'est est-ce que tu as encore tes drivers, soit parfait, soit fort fait plaisir. Tant que tu as ces drivers-là, t'es pas sorti de l'auberge. Deuxièmement, tu m'as dit aussi que tu as changé de métier. Très bien. Est-ce que tu as fait un bilan d'appétence plutôt qu'un bilan de compétence? Est-ce que tu as fait un bilan d'appétence plus qu'un bilan de compétence? Pour savoir si le nouveau métier dans lequel tu vas te mettre est un métier qui va te plaire et pas un métier que tu sais faire. Je répète, moi je suis très doué pour mettre ma main dans le cul des vaches, diagnostiquer le cycle ovarien, et je ne vais pas devenir pour autant un séminateur bovin. Ça me plaira pas. Mais j'adore résoudre des problèmes. Ça, c'est mon truc. J'adore faire de la stratégie. Ça, c'est mon truc. Donc, naturellement, le coaching, ça va être mon truc. Et j'adore apprendre. Donc, typiquement, deuxième chose, c'est ça. Est-ce que tu as fait un bilan d'appétence plus qu'un bilan de compétences? Et troisième chose, comment est ta roue de l'équilibre? La roue de l'équilibre, c'est quoi? C'est ce que les gens résument en disant je veux un équilibre de vie pro et perso. Comment je me sens dans ma vie personnelle? Est-ce que la relation que j'ai envers moi-même est une relation de qualité? Est-ce que je me donne du temps de qualité pour moi? Quelle est ma relation aux autres? Mes amis, mon couple, ma vie professionnelle, ma vie de famille. Quand j'aurai balancé c'est de l'anglais, quand j'aurai équilibré, pardon, tout ça, là, je saurai que je me sens bien. Je saurai que je suis sorti de l'auberge. Mais ça commencera toujours, 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 toujours par la sphère perso, c'est-à-dire la relation que j'entretiens avec moi, c'est-à-dire d'avoir bousillé mes putains de drivers à la con de soit parfait, soit fort, fait plaisir. Là, je pourrais souffler. Là, je pourrais choisir. Là, je pourrais dire j'ai envie de plutôt que de dire je dois, il faut. C'est la seule solution. Voilà ma chère Sonia. On a JB, Jean-Baptiste, qui nous dit quel outil au singulier vous utilisez pour mieux accompagner les personnes en burn-out? Avez-vous un questionnaire ou un schéma à suivre? Alors, on a un outil qui s'appelle le Quick Change, Jean-Baptiste, qui est. C'est quoi le Quick Change? Comment définir le Quick Change? C'est une méthode. C'est une méthode qui regroupe plusieurs outils. Des outils que tu peux trouver un petit peu partout. Hypnose, énéagramme, analyse transactionnelle, thérapie cognitivo-comportementale, process-com, j'en passe des vertes et des pas mûres. Et pendant 10 ans de temps, j'ai eu un cabinet dans lequel, à chaque fois que je me formais à un de ces outils-là, je pensais que c'était génial, je pensais que c'était super, et donc je pratiquais avec mes clients. Et puis je me rendais compte qu'au final, les résultats n'étaient pas top. Donc, je me suis dit, il faut peut-être dégraisser le mammouth et dégager certaines choses qui ne marchent pas. Tu vois, dégraisser certaines séances d'hypnose qui ne fonctionnent pas pour les remplacer par d'autres. Je te donne un exemple. L'outil, nous, qu'on a pour pouvoir péter les drivers, c'est un outil qui se base et sur l'hypnose et sur l'analyse transactionnelle. Tu ne le trouves nulle part ailleurs. Moi, j'ai dégagé tout ce qui ne marchait pas, j'ai synthétisé les choses qui marchaient bien et j'en ai fait un parcours logique qu'on appelle le Quick Change. Première partie, on va s'occuper de la partie psy. Deuxième partie, on s'occupe de bah, qu'est-ce que je veux dans la vie quand j'ai pas peur? Comment j'organise mon temps? Comment je gère ces 5 points de ma vie? La vie de couple, la vie sociale, la vie de famille, la vie perso et la vie pro. Et dernière partie,
Les relations interpersonnelles, comment je dis oui, non, merde à l'autre, comment je demande, comment je formule des demandes qu'on ne saura pas refuser, comment j'observe autour de moi les personnes qui sont toxiques et comment réagir face à telle ou telle personnalité toxique. Tu vois, c'est plusieurs outils en un qu'on a combinés, qu'on a peaufinés. Et moi, la seule réalité, c'est le terrain. Tu vois, on a accompagné des milliers de personnes aujourd'hui avec le Quick Change dans la formule actuelle et dans la formule en individuel. Et je peux te garantir que le Quick Change d'aujourd'hui, c'est pas celui qu'il y avait quand c'était il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, bah, je faisais encore des essais et des erreurs. Je faisais encore des tests. Il y avait des trucs qui marchaient, qui traînaient en longueur, d'autres pour autre chose. Aujourd'hui, le nombre de personnes qu'on a accompagnées nous montre que le truc, il est efficace. Voilà. Ça, c'était pour JB. Cordialement à toi aussi. Caroline, je te suis. Alors, je suis depuis quelques mois sur les réseaux. Bah, salut Caro. Sans jamais vraiment oser franchir l'étape de la prise de contact. Tu me demandes pas encore mon 06, ça va. Tu vois, tu procèdes par étapes, c'est cool. Sans doute l'impossibilité d'accepter la situation. Qu'est-ce que j'ai dit là-dessus? Le déni. Bravo, le déni. Première chose, le déni. Les gens qui sont en burn-out sont des gens dans le déni, c'est normal parce que j'ai le driver soit fort. Mon driver soit fort fait que je vais rentrer dans le déni. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas m'arriver à moi, parce que j'ai le dos large, parce que je suis un costaud, etc., etc. D'accord? Donc, j'ai 38 ans, je travaille dans la fonction RH depuis plus de 10 ans. Ah, bah voilà, la population cible des burn-out. La fonction RH. Quand vous êtes RH, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Vous avez les collaborateurs qui viennent à tout bout de champ vous casser les bonbons. Vous avez la direction qui vient à tout bout de champ vous casser les bonbons. Donc vous êtes comme ça. Et vous essayez de faire plaisir à tout le monde parce que vous avez le driver, fait plaisir. C'est bien. Donc, on a des personnes qui sont chez les RH qui sont très, très, très souvent victimes de burn-out. Il faut le savoir. Ce sont des personnes qui ont choisi ce métier généralement pour être aussi tournées vers les autres et qui vont avoir généralement beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression qui vont leur être mise si et seulement s'ils ne savent pas dire non. Parce que je connais des RH pour les fréquenter beaucoup, qui savent très bien aussi prendre leur place, dire non et dire merde. Ça se passe très bien. Ils rentreront jamais en burn-out. Alors, je continue. J'ai eu un suivi psy. Bravo. J'ai testé l'hypnose. Ça, c'est une bonne idée. Et j'ai fait quelques coachings pour renforcer ma confiance en moi. OK. J'ai aussi un traitement médicamenteux. Pas mal. J'ai envie d'avancer et de désormais rebondir professionnellement. J'ai pris la décision de quitter mon entreprise. Bien. Je réfléchis aux modalités possibles. Pour autant, je ne parviens pas à être pleinement sereine pour la reprise de mon travail. J'ai peur de replonger, de ne pas savoir comment me protéger suffisamment. Bon, alors, tu vois, typiquement, ça, c'est important, surtout dans un contexte de prise de poste. Ouais, génial. Dans un environnement où je ne maîtrise rien et n'ai aucun repère. Moi, ce que j'entends derrière ça, j'entends une personne qui va mieux. Elle a été écoutée, entendue par tous les accompagnements qu'elle a fait, mais elle est clairement pas outillée. Ça s'entend hein, dans le mail. Je ne me sens pas suffisamment forte, etc. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va rentrer dans la lune de miel. C'est toujours ça qui se passe. Si vous avez regardé mon webinaire, vous vous souvenez, la première chose qu'on fait quand on fait un burn-out, on fait une connerie, on va voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une période de 90-100 jours où les gens sont beaucoup plus indulgents avec nous. C'est ce qu'on appelle la lune de miel. Et puis petit à petit, le stress reprend, la pression reprend. Et si nous, on est trop gentil par défaut, on n'a pas su mettre nos limites, on ne sait pas mettre nos barrières, eh ben, on va se faire bouffer. Moi, je préfère dire un truc, c'est que c'est jamais la faute des autres, c'est ma responsabilité à moi. C'est ma responsabilité à moi si quelqu'un rentre dans ma propriété. C'est pas de sa faute à lui, c'est que j'avais pas acheté le Doberman. Parce que si j'avais acheté un Doberman, il serait jamais rentré chez moi. Si j'avais mis des murs plus hauts, il serait jamais venu chez moi. Si moi, j'ai une propriété, j'ai un jardin, la porte est ouverte, ma porte de maison elle est ouverte et vous avez un accès sur mon coffre-fort qui est ouvert aussi, je vais pas me plaindre. Je vais pas dire c'est leur faute, les gens sont rentrés chez moi. Non, c'est la nature humaine. Je vais me poser la question, moi, qu'est-ce que je peux faire pour blinder la situation? Comment je peux, donc on l'entend, gagner suffisamment de compétences sociales pour être capable de dire oui, non, merde, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Dans le cas ici de notre ami, ça n'a pas été fait. Et ça s'entend, Caroline, clairement. Donc, travailler sur ses compétences sociales, travailler sur sa relation aux autres. Je t'ai donné quelques éléments. Communication non violente, ça peut être un outil assez intéressant à regarder.
Travailler aussi dans ce que je vais. Alors, ça, c'est juste parce que je connais bien les RH. Travailler aussi sur sa gestion du temps. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'en remets une couche. Travailler aussi sur son driver fait plaisir. Parce que quand tu as le driver fait plaisir et que tu veux plaire aux collaborateurs, plaire au manager, plaire à la direction, bah en fait, tu vas vite être submergé. Tu vas vite être submergé parce que bah, il faut faire les payes, il faut gérer les formations, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut répondre aux congés des uns des autres. Et en fait, tu es en permanence submergé par un ensemble de tâches qui fait qu'à la fin de la journée, tu risques de ramener du boulot chez toi. Donc, pour résumer, si tu veux vraiment te blinder et être sûr et certaine de ne pas retomber, pète tes drivers. Pète tes drivers. Vraiment. Le sois fort, il est encore là, hein. Sois fort, il est encore là, ça se voit. Pète ton driver, sois fort. Pète ton driver, fait plaisir aussi. Apprends la communication interpersonnelle, savoir dire non, savoir négocier, savoir gérer un conflit de manière euh, efficace. Les gens pensent qu'ils savent déléguer, qu'ils savent gérer un conflit. Ils savent pas faire, je vous jure. Comment ça se termine un conflit? Ben, on se fait la gueule. C'est pas comme ça que ça marche. D'un conflit doit naître quelque chose qui doit être gagnant-gagnant pour tout le monde. D'un conflit doit naître quelque chose qui doit être gagnant-gagnant pour tout le monde, ou au moins gagnant pour toi. Tu vois? Tu dois pas repartir en étant dans une situation bloquée où je fais la gueule. Sinon, ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont éviter le conflit, donc ils vont s'écraser, ils vont se faire marcher dessus. Un conflit, c'est chouette, c'est un moyen d'aller plus loin dans la relation. C'est bizarre hein, de voir les choses comme ça, mais c'est parce qu'on voit les choses d'une manière différente, souvent qu'on a les résultats différents. Alors, la question que tu me poses, d'ailleurs, je reviens à nos moutons, pourrais-tu me partager les outils d'alerte, des moyens de prémunir d'un nouveau burn-out? Bon, je t'en ai donné quelques-uns. Maintenant, moi, je voudrais te redonner les premiers signes, les premiers symptômes, entre guillemets, à bas bruit d'un burn-out. Dès que tu commences à avoir des symptômes, des troubles cognitifs, fais gaffe. Dès que tu commences à te lever le matin avec la boule au ventre, fais gaffe. Dès que tu commences à te lever le matin en te disant vivement ce soir que je me couche, fais gaffe. Dès que tu commences à avoir des troubles musculo-squelettiques qui se promènent un petit peu partout, qui partent, qui reviennent, et que ton médecin te file du Doliprane, puis ça ira mieux, puis il te dit c'est idiopathique. Idiopathique, c'est un mot qui veut dire on ne sait pas d'où ça vient. Eh ben, fais gaffe. Tout ça, ça va concourir à un jour ou l'autre débrancher la prise et faire ton burn-out. Donc, c'est des signes à bas bruit, mais moi, je te garantis une chose, c'est qu'ici, dans ce que je lis, ton burn-out, il n'est pas entièrement résolu. Dans ce que je vois, il y a des outils qui n'ont pas été intégrés, assimilés. Donc, fais attention. Et tu as le droit de dire stop, j'arrête avant de rentrer dans le mur. Parce qu'un deuxième burn-out, d'expérience, hein, nous, on a souvent des gens. Nous, les gens dans le Quick Change, c'est pas des gens qui font un premier burn-out, c'est des gens qui en font deux, trois, quatre de suite. Parce qu'ils ont fait les trucs classiques. Je m'arrête, je vais chez le psy, je vais chez le thérapeute et tout le tout team. Puis après, ils se disent, bon, bah voilà, j'en ai fait un deuxième, un troisième, ça marche pas. Classiquement, quand tu refais un deuxième burn-out, je répète, c'est pas un deuxième, c'est le premier qui n'a pas été résolu, mais quand tu repars dans un burn-out, donc, ton estime de toi, elle plonge plus bas que terre. Tu en fais un premier, déjà, tu es dans le déni, parce que tu as le driver soit fort, tu te dis, mais non, ça peut pas m'arriver à moi. Bon, tu t'en sors un petit peu à peu près. Tu sors de là, ouais, exactement, c'est ça, Doc. Idiopathique, ça veut dire, on sait pas. Tu sors de là, tu te dis, bah, allez, je vais retourner au boulot, et là, pan, t'en recolle un deuxième. Là, ton estime de toi, tu peux me croire, elle rechute, mais plus bas que lors de ton premier burn-out. Donc la clé, c'est de se dire, OK, ça peut arriver, c'est juste que le premier n'a pas été entièrement résolu. Si le premier n'a pas été entièrement résolu, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher les points d'amélioration pour résoudre le truc? J'ai vu que se reposer, c'était important. Bon, mais ça suffit pas. Travailler ma relation interpersonnelle, travailler mes drivers, travailler ma relation au temps, travailler ma relation à moi-même aussi. Tout ça, ça va être des choses fondamentales pour t'en sortir. J'espère que cette réponse complète t'aura plu. Ma chère Caro, Christelle, bonjour. Salut Christelle. Ma question, comment retrouver la force de faire des activités sans se fatiguer alors que l'envie est là? J'aime bien ta question. Comment retrouver la force de faire des activités sans se fatiguer alors que l'envie est là? J'aime bien ta question. Ah, cool, Caro, t'étais là. Bah, ça me fait plaisir. Donc, si je comprends ta question, t'as l'envie de te remettre à faire des activités, mais t'as peur que si tu te remets à faire des activités, tu vas être éclaté de fatigue. Alors, la réponse à cette question, elle va être dépendante du stade de la rémission dans lequel tu te retrouves. Si tu es au lendemain de la prise qui est débranchée, et que tu te dis, ah, allez, c'est bon.
Je vais le driver soit fort, je vais me remettre dans mes activités. C'est pas possible. Oublie. Ton corps, il va te dire reste couché. Reste couché. Et tu vas pas pouvoir y arriver en fait. Tu vas être vraiment dans un niveau d'énergie à plat. Ton corps va être éclaté. Donc ça sert même pas d'y aller. Ça ne sert même pas d'y aller. Là, généralement, il faut expliquer aux gens qu'on accompagne de c'est normal, vous n'êtes pas un warrior. C'est votre, vous inquiétez pas. Vous êtes allé au bout du stress que votre physiologie vous a plié en deux. Donc là, c'est le moment de retrouver un équilibre physiologique. Première chose, améliorer son sommeil, vérifier son alimentation, faire une prise de sang complète, je le répète, pour voir dans quel état vous êtes, être accompagné par un bon médecin, je vous le répète, et qui connaît bien le burn-out, ça peut être pas mal, pour pouvoir vérifier que, OK, au niveau physiologique, ça commence à être pas mal. Ça prend du temps, ça prend du temps, OK? Une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire, c'est reprendre tranquillement, progressivement. Je reviens sur ce que j'expliquais à Bruno. La théorie des petits pas. C'est toujours mieux de faire des activités, mais petit à petit. Ça sert à rien vouloir se relancer immédiatement dans un match de tennis, Non, ça sert à rien. L'intérêt, c'est pas la performance. Je vais vous dire un truc qui peut vous choquer, hein, surtout les gens qui font un burn-out, mais l'intérêt, c'est pas de reprendre et de faire de la performance comme ce que vous pensez, c'est de chercher le plaisir. C'est d'amener votre cerveau à kiffer. Et s'il doit kiffer un set plutôt qu'un match, faites un set. Mais au moins, vous aurez du kiff. Au moins, vous allez vous amener des substances chimiques qui vont vous faire kiffer, qui vont vous remettre dans un bon mood, dans un bon mode de fonctionnement. Le problème, c'est que souvent, c'est ça. On était à ce niveau-là. On était capable de ça. On avait des performances physiques, ceci, cela. On s'effondre. Et immédiatement après un burn-out, on voudrait retourner là. C'est impossible. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait été capable de faire ce genre de truc. Déjà, il y a la première phase incompressible où vous êtes KO. Bon. Mais une fois que vous avez été KO, il faut se relever tranquillement, progressivement et constamment. Donc, ne cherchez pas à faire un marathon. Ne cherchez pas à faire un match en entier. Ne cherchez pas à faire, j'en sais rien. Faites juste ce qu'il faut petitement pour prendre du kiff, prendre du plaisir. Et c'est OK de ne pas être encore au niveau où vous étiez autrefois. Juste retrouver le plaisir d'eux. Il y a 3 ans de ça, je me casse le genou au jiu-jitsu. Bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis un petit peu un psychopathe du jiu-jitsu et que si j'en fais pas tous les jours, je deviens débile. Et je me casse le genou et donc je suis devenu débile. C'est-à-dire que j'en rêvais la nuit, je rêvais que je faisais du jiu-jitsu, c'était marrant. Mais donc ça me rendait très triste de ne pas pouvoir en faire. Et puis le médecin m'a dit, bah, tu pourras pas retourner combattre avant au moins un an. Mais en un an, tu penses que j'ai pas mon cardio qui va perdre, ma musculature qui va perdre, ma technique qui va perdre? C'est pas possible pour moi ça. C'est juste compliqué. Surtout quand tu as le driver soit fort et soit parfait. Quand tu as les deux, c'est mort. Tu peux pas faire autre. Donc ce que tu vas faire, c'est que moi, j'ai pas écouté le médecin. J'ai pas écouté. Il m'a dit dans 6 mois, dans un an, tu vas y retourner. Moi, j'y suis retourné au bout de 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'avais un niveau de débutant, de ceinture blanche. Parce que j'avais mal. J'avais mal au genou. Il y avait des choses que je pouvais pas faire. Mais vous pouvez pas imaginer le plaisir que j'avais d'être sur un tatami. Alors, on a deux solutions. Soit on regarde son passé et on se dit, mon Dieu, j'avais ce niveau-là et je pourrais plus jamais refaire. Soit on reste dans le présent et on se dit, non, non, ok, je vais retourner à un niveau, je ne sais pas où je vais retourner, mais en tout cas, j'accepte pas de me dire, je suis à l'arrêt. Je reprends progressivement parce que ça me donne le plaisir juste d'être là. Donc, dans les activités que vous voulez faire, et ça, c'est aussi super important, ne choisissez pas des activités qu'il faut faire, mais choisissez des activités qui vous font plaisir. Quand on demande à des gens si, vous savez, dans la roue de l'équilibre, il y a la partie, il y a la partie perso, pro, famille, etc. Mais dans la partie perso, je demande parfois aux gens, mais qu'est-ce que vous faites rien que pour vous? Bah, de temps en temps, je vais courir. Ok, mais t'aimes ça? Bah non, mais il faut que je cours. Oubliez. C'est bon, hein, la course. Franchement, physiologiquement parlant, c'est au top, sauf si vous avez de l'arthrose, ça peut vous péter un petit peu, mais il y a plein de vertus, hein. Mais privilégiez les activités dans un premier temps qui vous font plaisir. Privilégiez le sport qui vous fait plaisir. Privilégiez de la marche dans un joli endroit si ça vous fait plus plaisir que de faire ça autour de chez vous.
Allez chercher à vous faire plaisir. Pourquoi je dis ça? Pour les deux raisons dont je vous ai parlé. La première, c'est physiologique. La deuxième, c'est pour implicitement expliquer que vous êtes important, que vous allez vous traiter comme si vous étiez en première classe, que vous allez vous traiter comme vous aimeriez qu'on vous traite. Plutôt que de descendre chez Carrefour, vous achetez un éclair au chocolat, vous traversez votre ville, vous allez chez le meilleur pâtissier de votre ville, vous pétez un éclair au chocolat 2 fois plus cher, vous en foutez, mais vous l'enfilez. Vous aurez 1000 fois plus de plaisir et vous aurez inconsciemment expliqué à vous-même que vous êtes important, que vous avez le droit, que vous aussi vous méritez, que faut arrêter de passer tout le temps en dernier. Donc c'est parfois faire mieux en faisant moins, faire ce genre de choses. Ça, c'est pour toi, ma chère Christelle. Et on a encore 4 questions. 5. Vous êtes toujours avec moi? Ouais, cool. Jean-Mariel, alors j'adore ton prénom. Bonjour, mes questions, comment faire pour se projeter dans un avenir prochain? Quand? Dans quel domaine? Comment y voir clair de ce côté-là? Tac. On va commencer par cette question-là. Comment découvrir pourquoi on est vraiment fait? Ouais, on va commencer par cette question-là parce que ça, c'est une question que j'aime bien. En gros, on est dans la différence entre le bilan de compétences et le bilan d'appétence. Il y a un truc que tu peux faire toute seule, c'est de te demander qu'est-ce que tu aimes faire spontanément. Tu vois, moi, spontanément, j'adore résoudre des problèmes. Tu me donnes un problème, j'adore résoudre. Tu me donnes un problème de maths, j'adore le résoudre. C'est pas fatigant pour moi. Tu me donnes une pathologie, je suis une bestiole, j'adore résoudre le problème. C'est pas fatigant pour moi. Tu me donnes un problème qu'une personne, un nœud se fait au cerveau, j'adore ça, je le fais spontanément. Donc la première chose à te dire, c'est qu'est-ce que tu aimes faire spontanément? Les choses pour lesquelles d'autres gens, faudra peut-être les forcer, mais toi, non, tu le fais spontanément. Ça, c'est la première chose à faire. Tu vas lister tout ça, de choses. Moi, j'adore apprendre. C'est jamais ennuyant pour moi d'apprendre. Tu vois, il peut être tard le soir, tu me montes un documentaire, j'adore, je vais apprendre. Et tu me donnes un problème à résoudre, je te jure, ça peut me réveiller pour dire, viens, on y va, c'est parti. Si toi, tu ne sais pas ce que tu aimes faire spontanément, tu as deux solutions. La première, c'est de demander aux autres ce que tu fais mieux que la majorité des gens autour d'eux. Quand j'ai quitté mon métier de veto, j'ai pris une cinquantaine de personnes, des proches et des moins proches. Je voulais vraiment avoir des gens qui soient honnêtes. C'est pas forcément les proches qui étaient gentils. Et je leur ai posé cette question, qu'est-ce que je fais mieux que les autres d'après toi? La réponse majoritaire était, tu sais remettre les gens dans leur lumière. Tu sais remettre les gens dans leur énergie. Tu sais redonner la joie aux gens. Ok, bah tu vois, ça c'est un truc que je savais pas. Moi, je savais que j'adorais résoudre des problèmes. Tiens, t'arrives à résoudre des problèmes en redonnant la joie aux gens? Bah, le coaching, c'est plutôt pas mal ça. Ok? Donc typiquement, ça peut te donner des pistes. Ça peut te donner des pistes, ça peut te donner des pistes sur, OK, vers quoi je vais m'orienter. Ensuite, il y a une autre solution qui, pour moi, est une solution qui marche très bien, c'est les bilans d'appétence. Parce que là, tu as affaire à des professionnels qui vont concrètement te dire, OK, je vais te faire passer tout un tas de caisses, tout un tas de questions, où on va réfléchir ensemble à tout ça. Tout ce que ta vie démontre jusqu'à aujourd'hui, c'est que on a essayé de mettre un rond dans un carré. Tu avais des appétits, tu avais des appétences, tu avais des capacités. Et puis, pour une raison ou pour une autre, tu as été orienté dans un autre chemin. Bon, c'est pas grave. On va ensemble aller trouver ton bon chemin. Et alors, nous, on a des gens qui font ça. On a Sylvie qui est là, on a Christella aussi qui est là, qui fait ça. Et à un moment donné, il y a une dernière idée qui peut être intéressante. Une fois que tu as fait ça, c'est de tester. C'est con, mais tester. Tester, tester, tester. Entre l'image d'Épinal de votre métier et le métier in-self, bah, il y a parfois une immense distance, quoi. Vous savez, quand on était en troisième, on faisait des stages où vous pouvez tester un métier.
Ben, vous avez le droit en fait de tester différentes choses. Vous, je me souviens d'une nana que j'avais accompagnée. Elle bossait à la chambre de commerce et elle voulait partir dans complètement autre chose. Et elle avait le choix entre le notariat et enfin, un truc dans le notariat et l'architecture. Et ben on lui a fait tester en fait les trucs. Ah oui, mais je connais pas de machin. Attends. Si tu connais pas un notaire, tu demandes aux gens autour de toi, il y en a toujours un qui va connaître. Et elle avait trouvé des partenariats pour faire des conventions de stage avec cette personne-là, même en tant qu'adulte. Donc, le notaire avait pu l'apprendre, etc., etc. Bon, l'architecte avait pu l'apprendre, etc., etc. Et elle a testé, en fait. Et parmi ces deux trucs-là, ce qu'elle a le plus préféré, c'était l'architecture. Donc, elle est partie dans un cabinet d'architecture. Le premier cabinet d'architecture qu'elle avait testé ne lui plaisait pas, c'était un trop gros truc. Elle avait testé un plus petit truc, ça lui plaisait. C'est pas parce qu'on est à l'âge adulte qu'on n'a plus le droit de faire ce genre de choses. Les gens sont sympas en fait. Ça vous paraît bizarre que je dise ça, mais moi je crois vraiment que les gens sont sympas. Et si vous savez demander les choses, les gens vous diront toujours oui, pas de problème, je vais t'aider. Si vous savez demander à l'architecte, est-ce que je peux venir regarder chez toi comment ça fonctionne ton job parce que voilà, je suis en train de me relancer, j'aimerais. Oui, oui, tu peux. Vous allez vous prendre des râteaux, hein, c'est comme Fabien avec ses nanas, hein. Mais sur les 100 nanas que vous allez aborder, il y en aura toujours une qui dira oui. Sur les 100 notaires que vous allez aborder, il y en a toujours un qui dira oui. Ça se trouve, ça se trouve. OK? Donc, réponse complète. Premièrement, qu'est-ce que moi j'aime faire spontanément? Et ça peut prendre un petit peu de temps à le trouver. Deuxièmement, je fais ce qu'on appelle un 50-50 light, c'est-à-dire je demande aux autres en quoi je suis meilleur que les autres. Parfois, c'est assez révélateur parce que souvent, on ne voit pas ça. On ne voit pas ce que les gens voient de nous. Troisièmement, bilan d'appétence. Vraiment bilan d'appétence. Ça marche drôlement bien. Et tester. Tester, tester. Et puis, c'est pas grave si vous vous plantez. C'est pas grave si vous vous plantez. Ça sera grave si vous vous plantez quand vous allez arriver à 90 ans, vous allez vous retourner derrière vous en disant merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Bah, quand vous avez 45, 50, 90, vous êtes un vieillard, mais si vous vous retournez, 50 ans, vous êtes jeune. Vous avez encore votre vie devant vous. Et puis, quand il n'y a aucun métier qui fonctionne, moi, ça a été la voie que j'ai prise, c'est bah, je vais créer mon métier et je vais devenir entrepreneur. Et je me suis formé. Et ceux qui suivent un petit peu sur les mailing lists, si derrière le Quick Change, on a fait le mentorat, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a plein de personnes qui, sortant de chez nous, voulaient se lancer dans un nouveau métier. Elles ne savaient pas comment faire. Et moi, j'avais peur qu'elles se remettent en burn-out à se lancer n'importe comment dans l'entrepreneuriat. Donc, on les accompagne aujourd'hui à lancer leur boîte. Et on a des trucs super marrants. Tu vois, on a quelqu'un qui se lance dans les quick coaching. On a quelqu'un une femme formidable. On a une vétérinaire d'ailleurs, c'est marrant, une consoeur qui en a marre de ce métier et qui est ultra formée dans tout un tas de trucs. Et elle va accompagner des parents d'enfants autistes. Et elle a devant elle un boulevard, quoi, parce qu'il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui en France. Donc, typiquement, ça, c'est pour te donner une réponse qui va être complète, ma chère Jean-Marielle, là-dessus. Deuxième question. Comment expliquer à ses proches que c'est pas parce qu'on est en arrêt qu'on ne va plus au boulot que tout doit aller bien et qu'on ne doit pas se plaindre? Plains-toi, on s'en fout des autres. C'est des Pokémon. Bon, je vais détailler un petit peu ça. Les gens comprennent pas ce que c'est qu'un burn-out. Euh, il y a encore une aura assez négative autour du burn-out. C'est con à dire, mais je le dis à chaque fois. À main levée, bon, ceux qui étaient là la dernière fois le savent, mais à main levée, qui connaît le Téléthon? Ouais, tout le monde. Ok, cool. À main levée, qui connaît le psychodon? Voilà, personne. Eh ben, le psychodon, c'est quoi? C'est l'équivalent du Téléthon pour les maladies psy. Pourquoi on ne le connaît pas? Parce qu'il y a encore autour de tout ce qui est maladie psy une espèce d'aura un peu honteuse. Ah, tu vas quand même pas aller chez le psy. Ah, tu vas chez les fous, etc., etc. Bon, ce que les gens comprennent pas, c'est que le burn-out, c'est pas une maladie psy. C'est une maladie physiologique avec des répercussions psy. Donc typiquement, déjà, tu vois, toutes les idées préconçues autour du burn-out, moi, je me bagarre pour pouvoir les bousiller. Déjà, penser que quand on est en burn-out, c'est qu'on est une personne faible, ça me saoule. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Je répète, c'est parce que vous avez vos drivers soit forts que vous êtes en burn-out. Les faibles, tu fais ce que tu veux, ils entrent pas en burn-out.
C'est parce que vous avez serré les dents suffisamment longtemps qu'à un moment donné, vous avez craqué votre nuque. Alors qu'une personne qui est faible, elle dit, oh, c'est bon, non, non, c'est trop compliqué, j'arrête. Vous, vous avez le driver soit fort, donc vous continuez jusqu'à vous effondrer. Donc, quand les gens autour de vous ne comprennent pas, moi je donne toujours une astuce, c'est con, hein, mais c'est on n'est pas prophète en son pays. Tu sais, quand j'interviens dans les boîtes, j'ai régulièrement les dirigeants qui me disent, tu sais, je leur ai dit exactement la même chose que toi. Je dis oui, je sais, mais moi je ne suis pas dans la boîte, donc moi ils m'écoutent. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que souvent fais appel à une tierce personne. Montre-lui mon webinar à la personne qui comprend pas ce que c'est que le burn-out, elle va le comprendre en 2 minutes. Tu vois, si j'ai fait tout ça, si je le diffuse au maximum, ouais, et ça me coûte bonbon tous les mois pour pouvoir le diffuser, c'est pour que les gens comme toi se retrouvent pas en galère. Si je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour que les gens comme toi se retrouvent pas en galère. Tu comprends pas, machin, tiens, regarde-lui. Il parle du burn-out, il fait le guignol, mais il parle du burn-out quand même. Et ça va t'aider justement à te faire entendre, à te faire comprendre. Maintenant, je répète, ben, s'ils ne le comprennent pas, c'est OK. C'est le moment où tu vas pouvoir être centré sur toi et chercher autour de toi d'autres personnes qui te ressemblent. Des groupes de parole, tu vois, alors je reviens sur le quick change, mais nous, si on le fait en groupe, les gens, ils kiffent de faire le quick change en groupe parce que justement, ils se retrouvent autour d'eux avec des personnes qui se disent, tiens, c'est marrant, je vis la même expérience que toi. Quand tu fais ton burn-out, déjà toi-même, tu as du mal à comprendre ce qui t'arrive. Alors, une personne qui t'a vu tout le temps dynamique, péter le feu, du jour au lendemain, raplapla, c'est encore plus compliqué pour elle. Ok. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ah, super. Alors ça, c'est une question, vous allez voir, elle est smart. Pourquoi une même situation vécue va déclencher chez un salarié un burn-out et chez d'autres non? Réponse, parce que le problème n'est pas la cause externe, mais ce sont les causes internes au burn-out. Une personne qui n'aura pas les drivers soit forts, soit parfaits, fait plaisir aussi marqués que toi, on va lui dire un truc, elle va se dire, ouais, t'es mignon, je m'en fous. Elle ne voudra pas chercher à être perfectionniste. Dès qu'elle va avoir un petit coup de mou, elle va demander de l'aide. Une personne en burn-out, elle va vouloir être perfectionniste, donc elle va se crever, elle va se fatiguer jusqu'à tomber. Elle ne demandera pas de l'aide parce qu'elle a elle a le driver soit fort. Et puis, comme elle a le driver soit fait plaisir aussi, qui est exacerbé, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vouloir aider tout le monde, passer le plat à tout le monde. Mais une personne qui n'a pas été élevée comme nous, les burn-outés, ça va lui glisser dessus, hein. Ça va lui glisser dessus. Tu vois, moi, mon ex-femme, franchement, je l'admirais pour ça. Tu pouvais lui dire tout, n'importe quoi. Elle était tombée vraiment sur une manager. Putain, elle m'avait gonflé, sa manager. Elle était tombée sur une manager qui était un tyran. Ah, vraiment, tu vois, un tyran. Mais tu me crois pas, mon ex-femme, elle a redressé sa manager. Elle est partie la voir en lui disant en 2 minutes que ça allait pas le faire très longtemps, ce truc-là. Sa manager s'est excitée sur ses collaboratrices. Elle est tombée sur mon ex-femme. Elle s'est mangé un râteau tout de suite. Donc, tu vois, c'est bien pour ça qu'il faut comprendre que, bien sûr, que les facteurs extérieurs sont des facteurs déclencheurs du burn-out. Mais si tu mets le feu à un pétard mouillé, il prendra jamais feu. Ah, tandis que s'il est bien sec, il va exploser. Donc, c'est surtout tout ce que tu as à l'intérieur de toi en niveau de driver qui peut déclencher ça. Ça, c'est vraiment aussi important de l'avoir intégré. Et comment faire pour ne pas refaire un burn-out à la reprise d'un boulot? La réponse, c'est soigner son burn-out. Comment? La partie psy, la partie gestion des drivers, la partie gestion du temps, la partie bilan d'appétence et la partie relations interpersonnelles. Quant à ça, t'es outillé. Qui peut nous aider à gérer les arrêts maladie, les demandes d'aide, les mutuelles? Je n'en sais rien du tout. On découvre par hasard des procédures ou des droits ou se renseigner dans une période administrative compliquée. Alors, je n'en sais rien du tout. Moi, ce que je sais, c'est qu'on bosse avec une avocate en droit social, qui est une nana super bien. Et je vous mettrai son numéro si ça vous branche. Là, je vais pas vous mettre son numéro parce que sinon vous allez la harceler de ma part. Donc, je vais pas faire ça. Mais on a une avocate en droit du travail qui est plutôt très, 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 très bonne. Et si jamais vous avez un employeur qui vous casse les bonbons, qui est abusif, qui fait n'importe quoi avec vous, faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter. T'as certains, effectivement, employeurs qui tirent un petit peu trop sur la corde. Je vais vous raconter un truc. Ça m'a frappé. Mais vraiment. J'étais à Malte il y a pas longtemps pour une conférence. Et je discute un petit peu avec les gars qui sont dans la salle à la fin de la conf.
Et je leur dis, voilà, tu sais, le problème ici, c'est que les gens, ils confondent vie professionnelle, vie personnelle, etc. Et il y a un Maltais qui me répond, tu sais, Théo, nous, on n'a pas ce problème-là. Comment ça? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, quand on termine le boulot à 17 heures, alors ils commencent très tôt le boulot, hein. Ils l'endouillent pas. À 6 heures du matin, ils sont au taf, 6h30, 7 heures. Et à 17 heures, ils ont terminé. Mais quand on a terminé le boulot à 17 heures, l'ordinateur, on ne rouvre pas. Le téléphone, il est fermé. Ils ne confondent pas leur vie professionnelle et leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'ils cloisonnent vraiment ce truc-là. Et il m'est venu une réflexion que je voudrais vous partager. C'est que le salarié, en fait, c'est un entrepreneur. Le salarié est un entrepreneur qui vend un produit. Et c'est quoi le produit qu'il vend? C'est sa compétence, c'est son expertise. Et il le vend selon des conditions particulières. C'est ce qu'on appelle une offre. Une offre, c'est quoi? C'est un produit plus des conditions, plus un prix. Donc lui, il vend sa main-d'œuvre selon certaines conditions. J'en sais rien, 35 euros de l'heure et 35 heures de travail par semaine. Si cette personne, elle rentre chez elle et qu'elle rouvre son ordinateur, elle travaille gratuit. Donc, quel entrepreneur demain, vous faites rénover votre maison. Tiens, vous savez quoi, la véranda là, bah, vous en vouliez une? Bah, c'est pour moi. Allez, je vais vous la faire et ça, gratuit, vous inquiétez pas. Puis après, quand j'aurai fini la véranda, je vous creuserai une petite piscine parce que ça fera bien chez vous. Si, 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 Martine, ça fera bien chez toi une piscine. Tu sais quoi? Oui, tu m'avais appelé pour déboucher les chiottes, mais je vais te faire ça aussi, tu sais, je connais. Gratuit. Vous êtes entrepreneur et effectivement, il va y avoir une négociation en fait. Avec votre entrepreneur du bâtiment, vous pouvez toujours négocier un petit truc par-ci, par-là. Mais il va rapidement vous dire non. Il va très, très rapidement vous dire non. Ça, écoute, je veux bien poser tes plaintes, je veux bien te faire une fleur là-dessus, mais je vais pas te creuser ta piscine. Pourquoi nous, on négocie sur notre temps de travail? Je devrais pas dire ça, hein, je suis employeur. Mais je peux te garantir une chose, c'est que les gars en face, ils vont essayer. Donc, ayez conscience de ça quand vous êtes des collaborateurs, ayez conscience de ça. Le droit du travail, notamment en France, il est vraiment pour vous, hein. Il n'est pas pour les patrons, hein. Donc, vous avez des très bons avocats en droit social qui vont vous aider et qui vont pas hésiter à vraiment faire travailler le droit pour vous. Donc ça, si ça peut aider, faut vraiment s'ouvrir à ça. Jean-Luc, il est impossible de vivre, d'apprécier tout, faire mes projets, d'être en lien social, inviter des amis pourtant indispensables. Ah oui, alors il faut que je vous explique le contexte, Jean-Luc. Jean-Luc, il m'a envoyé un mail immense. Donc, je vais pas vous le lire parce qu'il est trop grand. Et le problème de Jean-Luc, c'est un problème qui est de l'ordre de la fixation. Il a fait une fixette sur un endroit de sa vie, une maison, sur laquelle il y a des problématiques de restitution, etc., etc. Et toute sa vie dépend de est-ce que ma maison va me la rendre ou pas. Je ne peux pas inviter des amis sans cette maison. Tu vois, c'est par exemple la dernière phrase qu'il me met. Sans cette maison, je peux rien faire, je peux pas être heureux, je peux pas vivre. Ça, c'est ce qu'on appelle une distorsion de la réalité. Il faut savoir une chose, c'est que notre cerveau, il est incliné de trois manières. On voit la réalité à travers ce qu'on appelle les globalisations, les omissions et les distorsions. Je vais vous la faire courte et on va voir que Jean-Luc, il est en pleine distorsion de la réalité. Une globalisation, je vais vous la faire, c'est tous les hommes sont des salauds. Tous? Anna, vraiment, tous. Oui, Anna, là, toi, je te regarde avec tes lunettes. T'as essayé tous les hommes, vraiment, c'est tous des salauds. Non, pas tous, en fait, si, toi. Non, pas toi, tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle une globalisation. On fait d'une expérience une généralité. Notre cerveau fonctionne comme ça. Il va fonctionner aussi par ce qu'on appelle les omissions. Il faut que je travaille. J'omets une proposition qui est bah, sinon quoi? Qu'est-ce qui se passe si je travaille pas? Je dois, il faut, vous avez une omission d'une partie de la réalité. Et puis vous avez un autre truc assez marrant qui s'appelle la distorsion. Et là, on est en plein dedans chez notre ami Jean-Luc. Sans cette maison, je peux pas être heureux. Une distorsion, c'est quoi? C'est le chocolat, ça fait grossir. Alors, bonne nouvelle, le chocolat, ça ne fait pas grossir. Non, ce qui fait grossir, c'est si vous bouffez du chocolat comme un chancre tous les jours. Ah oui, là, ça va vous faire grossir.
Mais vous pouvez être sûr et certain que vous mettez 25 kilos de chocolat sur la table ici. Si je passe juste mon temps à le regarder, je ne grossirai pas. Le chocolat, ça fait grossir, est une distorsion. Sans cette maison, je ne peux pas être heureux, c'est une distorsion. Sans cette maison, je ne peux pas inviter mes amis, c'est une distorsion. J'ai plein d'amis. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont seulement venus chez moi. Je les vois ailleurs, hein, en dehors de ma maison. Je peux les inviter au resto en bas de chez moi. Je peux les inviter dans le parc en bas de chez moi. Je peux les inviter partout. Qu'est-ce qui fait que je suis heureux? C'est l'équilibre entre ma vie sociale, couple, professionnelle, personnelle et familiale. Ce sont ces 5 éléments de ma vie qui, en proportion, vont faire ou non que je vais me sentir à l'équilibre et heureux. Résoudre tout à, et je vais être cruel à un moment donné, vous allez voir, résoudre tout à sans ma maison, je ne peux pas être heureux, c'est résoudre le tout à, par exemple, sans mon travail, je ne peux pas être heureux. Une personne qui équilibre les 5 domaines de sa vie, que sont la vie perso, la vie sociale, la vie de couple, la vie de famille, et qui dans sa vie de travail, c'est la merde, elle ne rentrera jamais en burn-out. Jamais. Une personne qui a une vie de couple géniale, une vie sociale géniale, un travail génial, une vie de famille géniale, une vie personnelle géniale, quelle est sa maison ou pas, elle va kiffer sa race. Donc il faut voir le problème, non pas de manière distordue, mais de manière recadrée. Ok, ok, bah ma maison, je peux pas l'avoir. C'est un fait, je vais faire le deuil, je peux pas l'avoir. Bon, bah je vais passer à autre chose. Moi, je peux plus être heureux parce que l'amour de ma vie est mort. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Mais tu sais combien il peut y exister encore d'histoires sympas que tu peux vivre en dehors de ça? Tout résumé à une seule chose, c'est vraiment une énorme distorsion de la réalité. Donc pour tous ceux qui, je reviens au problème du burn-out, pour tous ceux, et c'est pour ça que j'insiste sur la roue de l'équilibre et qu'on a vraiment mis ça au centre, deuxième pilier du Quick Change, c'est pour toutes les personnes qui disent ma vie est pourrie parce que dans mon travail c'est la merde, rééquilibrer, rééquilibrer, rééquilibrer la vie sociale, la vie de famille, la vie de couple et la vie personnelle. Faites-vous kiffer. Et c'est seulement comme ça que, ok, bah mon travail c'est pourri, c'est ok. C'est une partie de ma vie, c'est pas l'ensemble de ma vie. Et comment je vais faire si j'ai l'impression que le boulot il est énorme? La théorie des petits pas. Je vais commencer d'abord par me faire kiffer moi. Bah, j'ai pas la maison, j'ai pas la maison. Je ne peux rien y faire. Je ne peux pas changer une solution qui ne dépend pas de moi. Ça, c'est important aussi. Si je fais dépendre mon bonheur de quelqu'un d'autre, j'ai toutes les raisons possibles pour me sentir malheureux. Ah, moi, je ne serai amoureux que quand je serai, je ne serai heureux que quand je serai amoureux. Bon, bah, ma femme, elle décède. Bon, bah voilà, c'est fini. Ma vie, elle est foutue. Je serai plus jamais amoureux. Je serai plus jamais heureux. Allez, au revoir, bonne nuit. Ben non. Moi, demain, ma femme peut me quitter. Ça va. C'est ok, je vais prendre un coup dur, mais ça va, c'est cool. J'ai quand même une vie cool. Pourquoi? Parce qu'il y a cet équilibre autour auquel je veille comme de l'or. C'est vraiment le bien le plus précieux, cet équilibre. Et cet équilibre commence toujours, 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 et là je vais revenir à l'égoïsme salutaire, par la relation que j'entretiens avec moi-même. Ma femme, elle me quitte, bah tu sais quoi, tant pis pour elle. Moi, ça va. Ok? Donc toujours se recentrer sur soi. Dans le perso, dans la roue de l'équilibre, le perso, je redonne cette définition, je la donne à chaque fois, mais c'est important, c'est la qualité de la relation que j'entretiens avec moi-même. La qualité de la relation que j'entretiens avec moi-même. Et les choses que je fais pour moi-même. Ah, il faut que j'aille courir parce qu'il faut, c'est important. Non, j'aime pas ça, je fais pas. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je me donne à moi? Qu'il y ait ma femme avec moi ou qu'elle soit pas là. Je m'en fous, je le ferai. Il y a une seule personne avec qui vous allez crever quand vous allez crever, c'est vous-même. Votre femme, elle sera peut-être plus là. Vos enfants, ils seront sûrement pas là. L'infirmière, elle sera peut-être un peu mignonne, mais bon, on la connaît pas. Donc cette relation que vous avez avec vous-même, c'est maintenant qu'on va l'entretenir. Et on va pas projeter à l'extérieur de ça, je suis malheureux parce que... Non, je suis malheureux parce que je m'auto-entretiens là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire kiffer? Revaloriser la personne que je suis. Si je rentre un petit peu dans le détail, retravailler mon couple parent-enfant pour ceux qui sont dans le quick change. Comment je traite mon enfant intérieur avec non plus un tyran intérieur, mais quelqu'un qui va être bienveillant envers moi-même.
Et là, j'ai une question énorme de mon ami Ben Hoyt. Benoît, t'es là, mon loulou? Je crois que je t'ai vu tout à l'heure. Oui, t'es là. Super. Alors, Benoît, tu m'as sorti un truc, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Et parce que, en fait, mon cerveau, il est fabriqué comme ça. Donc, quand tu m'as mis ça, j'ai dit, oh, j'adore. Ça, c'est une question magique. Mon cerveau, il est fait de sorte de dire, sans data, je peux rien mesurer, je peux rien contrôler. Donc, je suis à l'aveugle. Et j'aime pas ça. J'aime pas être à l'aveugle. J'ai besoin de mesurer, j'ai besoin de contrôle, j'ai besoin de data. Donc, tu nous as sorti une métaphore que j'ai adorée, c'est la notion de température. On sait qu'on est à 37, 37,5, 37,2 le matin, et on sait que ce niveau de température va indiquer notre niveau d'énergie, notre niveau de bien-être. En dessous, bah, c'est pas bon, au-dessus, bah, c'est pas bon. Et tu me poses cette question, euh, est-ce qu'on pourrait peser le poids de la charge de travail et comme mettre une espèce de mesure là-dessus? Toi, tu donnais l'équivalent, la mesure du poids, de la pression, de la charge de travail, équivalent à notre température corporelle. J'adore ça. Pour te dire à quel point j'adore ça, dans la roue de l'équilibre, on a ce système de mesure. On a un système de data, en fait, où on va mesurer chacun des domaines. Je suis comment dans ma vie pro, je suis comment dans ma vie perso, et je suis comment dans ma vie sociale, couple et familiale. Alors, comment tu vas mettre, maintenant, je vais t'expliquer comment tu vas mettre cette mesure dans ta vie professionnelle. Tu ne vas pas la mettre uniquement en termes de charge. C'est important à comprendre ça, Benoît, parce que moi, j'ai une charge de travail colossale, mais je kiffe ce que je fais. Ce qui fait que c'est pas grave, parce que le reste de ma vie est équilibré. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses en rapport les unes avec les autres. Les 5 sphères de notre vie, pas une seule. Ma vie professionnelle, c'est quoi? C'est un ensemble d'énergie que je vais prendre sur moi. Alors, qu'est-ce qu'on l'énergie que je prends sur moi? C'est les problèmes que je vais résoudre au travail, c'est le travail que je vais fournir, c'est les gens que je vais voir dans mon travail, c'est les interactions avec mes coachés, mes clients, mon équipe, mes partenaires et ainsi de suite. C'est le marketing, c'est tous ces moments où je vais avoir aussi à réfléchir par rapport à ce travail. Tout ça va me donner matière à travailler. C'est de la charge que je prends sur moi, mais parmi cette charge, il y a une charge que j'adore faire. Tu vois, il y a une charge que j'adore faire, c'est par exemple faire les coachings. Alors là, je vais te dire, tu me dis on continue jusqu'à 2 heures du matin, moi je suis parti. C'est vous qui allez arrêter avant moi. Je peux en faire tous les jours, ça me fatiguera jamais. Pourquoi? Parce que j'adore ça. Donc je n'ai pas une charge de travail énorme perçue. Le mot important ici, c'est la perception. Comment je perçois cette charge aujourd'hui? Est-ce que je la perçois comme quelque chose qui me monte en énergie ou est-ce que je la perçois comme quelque chose qui me descend en énergie? Donc une des choses qui pourrait être sympa à faire dans notre travail, c'est au lieu de dire le travail de manière globalisée, généralisée, c'est d'aller regarder dans chacune des tâches que je fais au travail ce qui me monte en énergie et ce qui me descend en énergie. Et tu peux faire un tableau là-dessus. Je vais te donner, sans rentrer dans le détail du détail, parce qu'il faudrait étudier ta situation, mais ça, c'est un truc que je donne souvent à faire aux gens, vraiment. Sur les 15 prochains jours, sur les 15 prochains jours, tu vas noter toutes les tâches que tu fais au travail. Toutes. Et tu vas faire des colonnes. Sur la première colonne, tu vas mettre 10 euros en haut de la première colonne. Sur la deuxième colonne, tu vas mettre une flèche qui monte. Sur la troisième colonne, une flèche qui descend. Donc tu mets les tâches comme ça, tic, 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 tic. Première colonne, 10 euros. Deuxième colonne, une flèche qui monte. Troisième colonne, une flèche qui descend. C'est une méthode assez simplifiée, mais qui marche bien. Au bout de 15 jours, tu vas regarder une chose. Tu vas analyser ton tableau. Tu vas regarder l'ensemble des tâches que tu as faites dans ton travail. Et tu vas t'apercevoir qu'un travail, c'est plusieurs métiers à la fois. C'est parfois de la compta, c'est parfois de la RH, c'est parfois de la gestion, c'est parfois de la planification, c'est parfois tout ça. Bon. En face de chaque tâche, en regard de chaque tâche, tu vas te dire, est-ce que mon énergie, elle monte quand je la fais ou est-ce qu'elle descend? C'est-à-dire qu'au moment où tu fais la tâche, tu vas mettre un petit plus dans la flèche du haut ou un petit plus dans la flèche du bas pour dire, est-ce que mon énergie, elle monte quand je fais ça ou est-ce que mon énergie descend?
Pour te donner une idée, quand je fais ma compta, ah, mon énergie, elle descend très bas. Très, très, très bas. Quand je fais la relance aux clients qui ont des impayés, mon énergie, elle va très bas parce que ça me saoule tellement. Déjà, c'est de la compta. En plus, ça emmerde les gens et j'aime pas emmerder les gens. Donc, mon énergie, elle tombe deux fois plus bas. Et je vais faire la liste de toutes ces tâches-là sur 15 jours. Et tu vas me dire, la tâche à 10 euros, c'est quoi? Ben, je vais t'expliquer. À la fin des 15 jours, quand j'ai ce tableau-là, je me pose la question, toutes les tâches qui me drainent mon énergie, qui ont une flèche vers le bas. Et je vais vraiment me poser cette question-là. Je ne te dis pas que je vais trouver la réponse tout de suite, mais je dis que je vais me poser la question. Comment je peux les automatiser, les supprimer ou les déléguer? Et je te jure que je vais passer du temps et de l'énergie à trouver des solutions pour automatiser, supprimer ou déléguer chacune des tâches qui descend vers le bas. Parfois, ça peut être en faisant des process, qui fait qu'en appuyant, en cliquant sur deux boutons, bah, au lieu de refaire un truc qui me draine, boum, ça fait. Parfois, ça peut être en trouvant un logiciel, et je vais passer du temps à trouver un logiciel qui automatise des tâches. Et parfois, c'est en déléguant. Et voilà ta tâche à 10 euros. La tâche à 10 euros, c'est quoi? C'est comment je peux déléguer des choses, comment je peux payer quelqu'un, peut-être 10 euros de l'heure, 15 euros de l'heure, 20 euros de l'heure, pour qu'il fasse ce truc à ma place. Parce que ce truc-là, ça me pompe tellement mon énergie que l'heure que je vais employer là, je vais me l'offrir. Tu sais quoi? Je vais me l'offrir. Alors, on l'a fait avec des dirigeants, on l'a fait avec des entrepreneurs, on l'a fait avec des collaborateurs. Et tu peux être sûr et certain que déjà, au bout de tout ça, tu crées de la respiration dans ton agenda. Maintenant, il y a une deuxième chose dans ta question, c'est comment expliquer tout ça à ma manager? Elle ne le comprendra pas. Elle ne le comprendra pas. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va être matrixée, une personne qui va être matrixée dans il faut travailler comme ci, il faut travailler comme ça, il faut faire ceci, tu sais, c'est un peu Matrix, la pilule rouge et la pilule bleue. Tu vas lui mettre une pilule rouge dans la face, elle va rien comprendre. Elle, elle va être très très pilule bleue, il faut suivre les process, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, améliorer une technique de communication, c'est toujours efficace, c'est toujours important. Améliorer nos techniques de communication, entrer en phase de négociation, entrer en conflit avec une personne, c'est toujours important de savoir comment faire. Donc, clairement, apprendre ces techniques-là. Et toi, en perso, en interne, juste pour toi, faire cette grille et te dire qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que j'automatise et qu'est-ce que je supprime. Et tu sais quoi? C'est pas grave si la boîte, elle ne le prend pas en charge, je le prends à ma charge. Il y a des gens qui ont une femme de ménage. Moi, ça me dérange pas de faire le ménage. En revanche, ça là, ça, je vais payer quelqu'un qui va faire ça pour 15 euros de l'heure à ma place parce que je ne peux pas le faire. C'est pas possible. OK? Ça fait partie d'une manière avec laquelle tu peux commencer à mettre les choses, à mettre de la data là-dessus. Maintenant, pour alerter une personne qui est ta manager, qui elle-même a des comportements pré-burnoutiques, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tu sais, ce que je te disais déjà avec elle, c'est le jour où elle va aller dans le mur, elle va comprendre. Tant qu'elle ira pas, elle est dans sa pilule bleue. Elle va continuer à avancer, 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 avancer. Problème. Donc la seule personne qu'on peut changer ici, c'est pas ta manager, c'est toi. Alright. Eh bah tiens, il y avait Benoît, j'ai ma chouchoute maintenant qui est là. Ma sœur Jeannette, est-ce qu'elle est là, sœur Jeannette? Oui, sœur Jeannette, tu es là. Alors, sœur Jeannette, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous le savez. Oui, Jeannette, elle est là. C'est une sœur, hein, vous le savez. Bon, donc c'est une sœur qui essaye de me pécho régulièrement parce que le dieu Théo, ça ressemble, tu vois, tout ça, donc ça lui plaît pas mal. Et blague à part, Jeannette, elle m'a envoyé une question, je vais la lire avec vous. Hello Théo, toujours contente de t'écouter demain soir. Bon, bah donc c'est aujourd'hui. J'ai pas trop de questions. Bon, bah tu m'as pas envoyé de questions, Jeannette, car j'ai eu presque toutes mes réponses depuis que j'ai écouté et commencé Quick Change. J'aimerais te dire que les exercices m'ont beaucoup aidé et m'aident toujours. Bah, je suis bien content. Je me sens beaucoup mieux. Tiens, si je vois une question, super. Ma question peut-être, c'est est-ce que si une personne qui a le même cas que moi va commencer à reprendre son travail après la crise d'angoisse depuis fin décembre, peut-être c'est très tôt pour prendre le travail, non? Bah oui, oui, surtout c'est très tôt pour... Alors, il y a une personne qui, comme toi, a pu avoir un burn-out avec des crises d'angoisse. Cette personne-là, si elle fait pas le même travail que toi, peut-être que ça vaut le coup qu'elle reprenne pas tout de suite. Peut-être que ça vaut le coup qu'elle soit outillée. Alors toi qui fais le quick change, t'hésites pas, tu lui parles, tu lui partages les outils, tu lui donnes, tu lui expliques, tu lui montres.
Tu sais, quand tu as vu le webinar, il y a un truc qui est marquant. Je le dis dans le début du webinar, c'est j'ai aussi fait ça pour de la contamination positive. Ça veut dire quoi la contamination positive? C'est une personne qui s'est transformée, qui a fait un burn-out et qui a trouvé les moyens de s'en sortir, est capable de contaminer positivement une autre personne. Une personne qui est en train de s'enfoncer, quand elle voit une personne qui s'en est sortie, elle dit, mais comment t'as fait? Donc, tu peux être, je vais utiliser la métaphore, allez, j'y vais. Tu peux être ce messie qui va arriver et prêcher la bonne parole et justement l'accompagner dans hop, je vais sortir de là. Je vais sortir de là, je vais pouvoir m'en sortir, etc., etc. OK? Donc ça peut être un bon truc pour toi aussi, Jeannette, parce qu'il y a aussi un truc qui est intéressant. Ça, si tu fais ça, tu vas arriver dans un autre niveau du quick change. Crois-moi. Euh, bon, si tu le fais pas là tout de suite, de toute façon, tu le feras à la fin tu le feras à la fin du parcours. On fait faire ça au coaché. Quand tu es capable d'expliquer à quelqu'un une technique, c'est que généralement, tu as vachement bien intégré la technique. Tu as plusieurs niveaux d'apprentissage, hein. Tu as l'apprentissage où tu le fais tout seul, spontanément. Tu as l'apprentissage où tu es capable d'apprendre la chose à quelqu'un. Quand tu es capable d'apprendre la chose à quelqu'un, tu verras, normalement, on te le fera faire vers 9 semaine. À partir de la 9 semaine, on commence à te faire ça sur les nouveaux coachés. Et ben, tu vas pouvoir t'apercevoir que toi, le truc, il est vachement bien intégré et en plus, tu apportes ça à l'autre. Donc ça peut être un bon truc pour toi. OK? Toi, continue à te reposer. Yes, je suis bien content. Je suis bien content pour toi. Bon, bah, c'est cool. Ok, et il me reste une question. Pascal qui nous dit: Bonsoir Théo, je m'excuse, je suis en retard. C'est pas grave, ça va. J'avais dit dimanche 20h dernier délai, il était 20h43. C'est cool, t'inquiète. Je ne sais pas comment tourner ma question. Comment expliquer qu'on est en burn-out à son entourage? Bon, ben voilà. Ah, sans avoir honte ni culpabiliser. Je pense avoir répondu à ta question un petit peu plus haut, mais je vais en reparler vite fait. Le fait de ne plus pouvoir rien faire, ne plus avoir envie, ne faire que dormir, pleurer, que chaque geste, chaque situation est difficile à gérer, mais surtout, c'est pas leur faute. Je ne sais pas si ma question est assez claire. Oui, si, c'est bon, c'est clair. Dans le burn-out, on a toujours un truc, c'est que les gens vont avoir une baisse d'estime d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont le driver soit fort à la base, et quand ils ont le driver soit fort à la base, ils se disent, je suis un guerrier, je suis un warrior, ça peut pas m'arriver à moi. Et puis, dans nos relations interpersonnelles, avec nos collaborateurs, nos managers, nos clients ou les membres de nos familles, bah, on leur a démontré qu'on était ce warrior. Et ce qui fait que le jour où on est complètement capoute dans son lit, bah, les choses commencent à bouger. Si tu as des gens en face de toi qui sont bienveillants, qui sont prévenants, ils vont se remettre aussi en question. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce qu'on a été trop ceci? Est-ce qu'on a été trop cela? Eh ben non, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Il y a encore une fois, il y a des facteurs externes, mais il y a surtout des facteurs internes au burn-out. Donc, la chose que tu peux faire déjà, toi, c'est de t'apercevoir que si tu es en burn-out, c'est parce que tu es forte, c'est parce que tu as ce driver soit fort en toi. La deuxième chose que tu peux faire, c'est montre-leur le webinar à ton mari et à ton enfant. Tu vois, je sors pas des mots scientifiques qu'ils pourront pas comprendre, même le petit, tu vois, ma gamine, elle a 11 ans, elle comprend. Donc, montre-leur pour qu'ils intègrent l'idée que le burn-out, c'est jamais la faute de mon manager, de ceci, de ce, ça. Ça, c'est des facteurs favorisants, mais le burn-out, c'est interne. C'est parce que j'ai en moi des choses qui me disent, je suis pas parfaite, je suis pas assez bien, je suis pas assez forte. Donc, je vais encaisser, 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 et c'est ça qui va me mettre dans le jus. Maintenant, pour toi, il n'y a rien de honteux au burn-out. Le burn-out, c'est la maladie d'effort. C'est parce que tu avais ça en toi. Allez, pour utiliser la métaphore informatique, c'est comme si tu avais dans ton code source des lignes de code qui t'avaient amené dans le burn-out. Probablement de ce que tu as entendu quand tu étais petite, de ton éducation, etc., etc., etc. OK? Donc, relax, take it easy, montre-lui, parle-lui. Je répète, c'est souvent, on n'est pas prophète en son pays. Ça va plaire aussi à ma sœur. Euh, c'est souvent parce que tu as quelqu'un qui va en parler que la personne va le mieux le comprendre. Si c'est toi qui en parles, tu peux pas être la maman et la spécialiste du burn-out. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être intéressant que tu lui montres mes vidéos, que tu peut-être l'invites sur ce genre de questions-réponses aussi. Et bah, je me ferai un plaisir, moi, de vraiment de redire tout ça à tout le monde. OK? Vachement important, hein, vachement important. Vous n'êtes pas, quand vous êtes en burn-out, il n'y a rien de honteux à ça. C'est la maladie des forts, le burn-out. C'est la maladie des costauds. C'est la maladie des gens qui n'arrêtent jamais. Moi, j'ai pas honte de ça. OK? Avec plaisir, Pascal.
Et comme ça sera vachement intéressant. Pour tous ceux que ça branche, si vous voulez prendre rendez-vous, savoir un petit peu comment on va plus loin dans le Quick Change, je vous mets le lien dans le chat. Tac, alors bougez pas. Euh, Tout le monde, comment je fais? Moi, je suis doué en informatique, c'est pas permis. Tac, voilà, boum. Ça, vous avez, si vous faites ça, vous avez une session pendant 1 heure avec un de nos coachs. Il voit déjà si vous êtes admissible au programme dans le Quick Change. Il échange avec vous, vous regardez. Euh, je vais vous donner le nom de l'avocate aussi. Si vous l'appelez, vous lui dites que vous venez de ma part, elle sera contente. J'ai pas d'action chez elle, mais elle est très bonne dans ce qu'elle fait, donc faut vraiment pas hésiter. Woog et associé. Bim. Vous la googlisez, comme ça vous la trouverez, et elle est très chouette. Moi, je ne recommande que des gens dont je suis sûr et certain. Je ne recommande pas des pingouins. Donc, si vous avez un truc à un moment donné qui déconne avec votre employeur, vous allez chez Marie-Véronique et vous en serez très content, parce qu'elle est très chouette. J'ai fini les questions. Putain, on est cool. Et c'est fini l'heure de l'apéro maintenant, c'est l'heure du dîner. On va être bien. Alors oui, petit truc par rapport à ça, parce que j'ai eu une question aussi. Workaholic, tout ça, c'est pareil que alcoolique. Vous pouvez tomber dans ce genre de conneries aussi si jamais vous êtes sensible au burn-out. C'est facile de trouver un adjuvant quand on rentre le soir, trouver une béquille, trouver un truc pour nous évader un petit peu. Ça peut être le sucre, ça peut être l'alcool, ça peut être la fumette, ça peut être ce genre de truc. Ça peut être les réseaux sociaux aussi, mon chouchou. Ben ouais, Bruno, c'est aussi ça. Donc ça peut valoir le coup de se faire une détox, vraiment, une vraie détox. Donc tu vois, comme tu pourrais planquer ta bouteille au fond du jardin, bah, tu peux planquer ton téléphone au fond du jardin. Alors, tu le mets à l'abri parce que s'il pleut, tu vas dire c'est la faute à Théo. Ok? Important, hein. Notre cerveau, encore une fois, il va être très 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 doué pour trouver des béquilles comme ça. Moi, mon job, c'est pas que vous ayez des béquilles, c'est que vous sachiez vous rééduquer pour savoir remarcher sans vos béquilles un jour. C'est vachement important. C'est le sommeil, c'est vite fait de le sommeil, un somnifère, c'est cool, hein. Franchement, tu prends un somnifère, tu dors. Boum. Mais on peut se rééduquer aussi au sommeil. Je répète à chaque fois cette anecdote, mais quand je me tapais des nuits de garde en veux-tu en voilà, j'avais fait une phobie au téléphone. Ah, c'est généralement souvent pour ça que quand vous m'appelez, je vous réponds pas. Parce que j'aime pas qu'on me téléphone. Parce qu'avant, c'était faut aller mettre ta main dans le cul d'une vache et puis bon, bah voilà, t'as levé l'âge, etc. Il fait -15. Euh, donc, je me suis bousillé mon sommeil. Premier réflexe, tu prends de quoi t'endormir. Tu prends un médoc, c'est facile. Mais si tu fais ça, tu restes sous béquille en permanence, quoi. Moi, je préfère me dire, ok, j'ai la patte cassée, ça prendra le temps que ça prendra, j'irai faire la rééducation, mais je saurai redormir. Donc c'est pareil avec tout ce que vous avez. Votre peur, votre phobie sociale, votre incapacité à vous dire, mon Dieu, est-ce que je suis fort, je suis ceci, je suis cela, il y a des rééducations qui existent. Pétez vos drivers, découvrez qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, avant de savoir comment faire pour machin chouette. Comment faire pour aller en vacances? Bah, dis-moi d'abord où tu veux aller. Et ensuite, il y a des outils, il y a des arts martiaux sociaux. Il y a des arts martiaux de défense sociale, de défense face à des personnes toxiques, face à des personnes qui vous en demandent toujours plus. Je vous ai donné quelques noms d'outils, on en a plein, mais je vous ai donné quelques noms d'outils ce soir. Euh, la chose la plus importante, je pense, au niveau valeur qui vous a été donnée ce soir, c'est l'égoïsme salutaire, c'est-à-dire vous allez crever avec vous-même. La première personne avec qui vous devez entretenir une relation d'amour, c'est vous-même. La deuxième chose, c'est si la version 1.0 de vous-même vous plaît pas, ça peut arriver. C'est généralement pas de votre faute. C'est généralement toute l'influence que vous avez eue quand vous étiez petit qui a marqué plus ou moins positivement votre manière d'être, votre manière d'agir. Bah, la bonne nouvelle, c'est que ça peut se changer. Ça ne se changera pas en un claquement de doigts, ça c'est clair. Le mec qui vous dit ça, c'est un mec qui vous en fume. Ou alors ça peut se changer en un claquement de doigts avec de la drogue, mais ça redescend assez vite, croyez-moi. Donc, et puis c'est pas très légal. Le, le truc qui marche bien, sinon, c'est faites-vous un mode d'emploi de la personne que vous voulez devenir, précisément. Souvenez-vous des 17 pages que j'avais écrites. J'avais tout noté dessus. Quand telle personne me dit ça, je lui répondrai ça. J'ai pas réussi tout de suite à le faire, hein. Et puis petit à petit, on s'en sort. OK? Donc,
N'hésitez pas, ceux que ça intéresse, vous prenez rendez-vous. On sera toujours à l'écoute pour pouvoir voir si vous êtes chaud patate pour venir chez nous. Le Quick Change, c'est plutôt cool. Ceux qui l'ont fait, ils en témoignent. Si vous voulez, vous allez sur la chaîne YouTube, vous voyez notre plus jeune interviewé qui sort du Quick Change à 24 ans. Et 24 ans, t'imagines, le gars, il fait un burn-out. Il vient nous faire une interview géniale. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne YouTube, elle est top. Moi, ça me fait toujours kiffer de vous voir. On se retrouve le mois prochain. J'ai pas encore la date, mais je vous la donnerai. Et puis, en attendant, vraiment, prenez soin de vous. On se retrouve sur Instagram tous les jours. Je suis là. Je vous envoie des petits mots. Puis, vous m'envoyez des petits mots aussi. Je vous fais des grosses bises. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne qui compte le plus, là, dans la salle. OK? Il n'y a personne. C'est pas votre mari, votre chien, votre fille. Ma fille, elle est vachement importante pour moi, mais si je tiens pas la route, elle tiendra pas la route. Donc je suis la personne la plus importante de la pièce. Toujours, toujours, toujours. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.